Parfait. Je surveille la discussion en même temps. S'il y a des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Waaw, Jabel, est-ce que dois vérifier, effectivement. Gars yi ñu ngi dégg de dafa mel ni. Je te laisse vérifier. De toute façon, c'est enregistré, hein. Je commence par dire ça. La séance est enregistrée. Après, je la mettrai à disposition pour ceux qui n'ont pas pu se connecter. Donc voilà. Donc merci à tous pour votre présence. En plus, on l'a programmé au dernier moment hier vendredi, donc c'est pour que vous soyez aussi nombreux. Comment va se dérouler la séance? Je vais essayer de projeter. Je vais basculer entre une petite présentation que j'ai préparée. Désolé s'il y a des petits coquillons, j'ai fait ça aujourd'hui. Mais surtout, ça va beaucoup être de la démo, de l'échange direct. Voilà, c'est plutôt ça que j'aimerais qu'on fasse. Comme je l'ai mis dans les messages que j'ai publiés dans les réseaux, on va être challengé dans le projet. Il y a beaucoup de talent dans la communauté, donc on vous montre ce qu'on fait à notre humble niveau. Et ce qu'on aimerait, c'est que vous puissiez le challenger, nous donner des idées. Et pourquoi pas, à la fin, si ce que je vais vous montrer vous plaît, nous rejoindre dans l'aventure vie publique. Alors, je vais démarrer juste très rapidement. Affichage diaporama. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de... je vous présente rapidement le sommaire. Donc, l'idée, c'est de faire une première séance. Donc, c'est une série de webinaires qu'on va organiser. L'idée sera d'essayer de prendre un peu vie publique comme cas d'usage pour un peu permettre un échange de connaissances, de bonnes pratiques au niveau de la communauté numérique au Sénégal. Et des développeurs, voilà, tous qui travaillent sur des projets similaires ou des projets tech. Donc, l'idée de cette première séance, c'est de faire un peu une séance introduction, de vous présenter un peu l'architecture de vie publique, comment ça a évolué, quels sont les défis que nous rencontrons, comment on se débrouille depuis le début du projet, de vous raconter un peu l'histoire. Et au sortir de cette séance, pour les séances sans venir, s'il y a des gens intéressés qui s'inscrivent aussi, ce que je demanderai, ceux qui veulent s'inscrire aux prochaines séances, on pourra vous consacrer des séances sur le chatbot, comment on construit un chatbot avec un système de règles. On pourra parler de workflow de développement IA, rentrer un peu plus dans le détail. Aujourd'hui, je n'irai pas dans le détail. Je pourrais répondre à la question, mais on pourrait consacrer une séance à ça sur la partie DevOps, etc., etc. Donc voilà, la séance d'aujourd'hui, c'est présentation rapide de vie publique. On parlera d'architecture principalement et en deuxième partie, du coup, je vais laisser le plus de temps possible pour qu'on puisse discuter. Donc, posez vos questions soit sur le chat, soit vous demandez la parole, je vous la donne. Et vous posez vos questions et on échange. Voilà, vous challengez un peu ce qu'on est en train de faire côté du public. Donc, voilà pour l'agenda. Donc, très rapidement, donc la première. Pour ceux qui ne connaissent pas Vie publique, je pense que peut-être beaucoup vous le connaissez, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, racontez très rapidement du coup Vie publique. Quelle est l'idée derrière le projet, derrière la plateforme, derrière la technique? Qu'est-ce qu'on essaie de faire et qu'est-ce qui a amené ça? Donc, Vie publique, c'est parti un peu pour nous de la problématique de l'accès à l'information au Sénégal. Donc, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Malick Yacine Diop. Je suis développeur depuis plus de 10 ans, ingénieur, et je suis actuellement sénégalais de la diaspora. Donc, je vous parle depuis Paris, où je réside avec ma famille. Et donc, du coup, j'ai une carrière de plus de 10 ans maintenant. J'ai été développeur sur plein de technos, DevOps, Tech Lead, voilà, manager d'équipe de développeurs et architecte cloud sur Azure. Aujourd'hui, je fais principalement des missions de consultation sur des sujets précis sur lesquels je suis sollicité. Donc voilà. Et le public est né un peu de mon expérience personnelle d'accès à l'information. Donc en dehors de ma casquette, de mon aventure de développeur et de ma carrière, je suis aussi quelqu'un qui est très... je suis engagé au niveau de... j'aime bien beaucoup la politique, disons, et l'accès à l'information et tout. Donc, je fais de recherche beaucoup d'informations. Et quand on est sénégalais de la diaspora, les seuls moyens que nous avons, c'est Internet, les réseaux sociaux, voilà. Donc,
c'est cette expérience-là d'accès difficile à l'information qui m'a fait constater ce défi-là d'accès à l'information au Sénégal via les sites de l'État. Je pense que vous l'avez tous expérimenté, hein, les sites de l'État qui sont des fois mal faits, où les infos ne sont pas à jour, quand ils sont disponibles, parce que souvent aussi ils ne sont pas disponibles. Donc, le site qui l'illustre le plus, c'est le site du journal officiel, parce que le journal officiel, normalement, c'est la base de connaissance officielle ultime de l'État. C'est là où on retrouve tout ce que l'État décide au nom des populations, toutes les lois votées, tous les décrets. Donc, normalement, c'est la source officielle de base, quoi. Et ce site-là, depuis plus de 4 ans, il n'est pas disponible. Donc, aujourd'hui, tu vas retrouver une loi, un décret, une décision, chercher, vérifier d'informations. Tu ne le trouves nulle part sur Internet, à part des petits bouts de journaux officiels. Donc, c'est ce constat-là, moi, qui m'avait fait déjà prendre conscience qu'il fallait faire quelque chose à ce niveau-là. Et donc, ça a démarré à partir de là. Pour ceux qui sont sur Twitter, ils me connaissent peut-être, ils ont peut-être vu le lancement de Vie publique. C'était au tout début, le 1er mai 2024. Donc, c'était le 1er mai 2024 où j'ai fait un premier tweet. Je répondais à un tweet à l'époque de Basile Niam. Et ceux qui suivent un peu l'actualité savent que ce jour-là, c'était le jour où la Cour des comptes avait publié un lot de centaines de rapports publics qui étaient très attendus suite à l'alternance 2024. Attendez, excusez-moi. Donc voilà. Donc ce jour-là, du coup, ce lot de rapports publiés, tout le monde se rue sur le site de la Cour des comptes et le site ne fonctionnait plus. Et donc, énième constatation, moi, à la base, je faisais juste un tweet comme tout le monde, hein, pour me désoler de la situation. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas proposer une solution? Donc voilà, c'est comme ça que ça a démarré. La première version, c'est important que je le mentionne parce que ça va expliquer pourquoi l'architecture initiale est un peu mauvaise, quoi. Mais la première version, disons que je l'ai développée en 1 heure. Entre le premier tweet et le tweet de lancement, où j'ai dit, voilà, Vie publique. Ça a fait 1 heure de temps où je me suis passé dessus, à l'époque avec l'aide de l'IA. Ça allait très vite. Donc, j'ai déployé la première version ce jour-là de viepublique.sn, qui était initialement uniquement un side project que j'ai commencé sur Twitter. Et c'est parti, quoi, à partir de ce jour-là. Donc, quand ça a été lancé, je pense que pour ceux qui ont suivi l'aventure, on peut voir l'évolution. Il y a eu le premier mois, on a eu 10 000 visiteurs sur le site. Donc, ces personnes-là, ces 10 000 personnes qui ont visité le site, m'ont conforté dans l'idée que, OK, la problématique que j'avais constatée, elle est réelle, en fait. Et on est des milliers de citoyens à être confrontés à ça. Donc, vu l'engouement, il faut qu'on poursuive le projet. Donc, initialement, du 1er mai à septembre, c'était uniquement le site. Et petit à petit, d'autres personnes qui ont partagé avec moi la vision, la problématique, m'ont rejoint dans l'aventure. Ça a commencé au niveau des développeurs, parce que j'ai rendu le projet open source. Et petit à petit, du coup, des gens sont venus, ont commencé à m'aider à développer le truc. Donc, et c'est comme ça qu'on est devenu un peu plusieurs dizaines, je pense une trentaine à l'époque, arrivé vers septembre. Et donc, on a décidé de s'organiser, de créer un groupe WhatsApp. Et ensuite, on a fait notre assemblée générale en septembre 2024 et on a créé l'association Vie publique Sénégal, qui aujourd'hui est déclarée au niveau du ministère de l'Intérieur et parfaitement régulièrement. Et 1 mois après, donc en octobre, sont arrivés les réseaux sociaux. Initialement, qu'on avait créé juste pour pouvoir promouvoir le site davantage et le contenu qu'on mettait dessus. Donc, mais ce volet-là est arrivé en ce moment-là, donc 4-5 mois après. C'est important de comprendre ce contexte parce que ça va expliquer pas mal de choses. Donc aujourd'hui, le public, c'est plus de 30 bénévoles. Beaucoup de profils, hein, initialement des développeurs comme moi, mais ça a évolué, des experts en com, des journalistes, des étudiants, des experts en politique publique. Moi, j'aime bien le décrire comme la rencontre entre des techniciens et les experts en politique publique. C'est un peu ça notre force. Donc aujourd'hui, on a une association dirigée par un conseil d'administration de 15 personnes. Donc, c'est vraiment une aventure collective. On la construit collectivement. On prend les décisions ensemble. On est plus de 15. Alors, désolé pour mes collègues qui sont dans le call et qui ne sont pas sur les photos. Je n'ai pas mis tout le monde. Mais voilà, des gens très talentueux. Et puis, partout dans le monde. Moi, je suis en France. Il y en a d'autres aux États-Unis, au Canada. Voilà. Ils sont beaucoup au Sénégal. Et on fonctionne par pôle, en fait. Donc, on a un pôle média. C'est ce pôle-là qui alimente les réseaux sociaux, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Nos community managers, journalistes qui travaillent dessus. Le pôle technique, du coup, qui est l'équipe qui m'accompagne sur la partie technique, et un pôle politique publique qui nous aide sur l'analyse des politiques publiques.
Voilà, très rapidement pour vie publique. Je ne vais pas perdre trop de temps sur ce slide, ce n'est pas le plus important, mais en gros, c'est juste pour résumer comment nous travaillons, nous. C'est toute une chaîne que nous développons. C'est un modèle que nous sommes en train de développer, de la collecte de l'information. On collecte de l'information, on analyse, on structure, on enrichit. Et c'est un travail entre le pôle technique, le pôle média, les trois pôles que j'ai évoqués tout à l'heure, qui travaillent ensemble pour structurer l'information, l'enrichir, et après, derrière, du coup, pouvoir le mettre à disposition des populations via des dashboards, via le site, via l'application mobile, via les réseaux sociaux, via des vidéos. Et l'objectif que nous avons derrière ça, c'est d'abord, du coup, faciliter l'accès à l'information, rendre ces informations-là transparentes, et derrière, que ça encourage, du coup, la participation des citoyens à la vie publique, quoi, tout simplement. Quelques chiffres clés pas importants, mais bon, voilà. Aujourd'hui, on est 240 000 sur les réseaux sociaux, parce qu'on est présent sur tous les réseaux. Voilà, on publie généralement 300 posts par mois. On met en ligne beaucoup de documents à 10 000 aujourd'hui. Et sur le site, on est à plus de 50 000 visiteurs par mois. On arrive du coup à la partie architecture. Je pense que c'est ce qui va intéresser le plus de monde. C'est une rencontre technique. Je jette juste un coup d'œil peut-être sur ça, j'arrive au cas où j'aurais arrêté des messages. Ok, Abdoulaye, oui, c'est enregistré. Je mettrai le replay sur YouTube, Inch'Allah. Ça sera disponible. Alors, l'architecture de vie publique. Vie publique, quand ça a démarré, donc c'est pour ça que c'était important que j'introduise un peu comment nous avons démarré. Je vais enlever ça ici. Donc, c'est pour ça que j'introduis comment nous avons démarré. Donc, je le disais tout à l'heure, la première version, je l'ai mis en ligne le 1er mai 2024, entre 2 tweets en 1 heure. Et donc, du coup, vous imaginez bien qu'en 1 heure, on ne fait pas des merveilles, quoi, même avec l'IA. Donc, moi, j'avais un besoin. Alors, le nom de domaine, je l'avais déjà. Le nom de domaine, je l'avais déjà parce que je y pensais pour un autre projet, mais j'avais déjà le nom de domaine et souvent, je sais beaucoup de noms de domaine. Donc, je possédais déjà le nom de domaine. Et, et ce jour-là, du coup, entre le moment où j'ai constaté que le site de la Cour des comptes était down et le moment où je dis, bah, tiens, est-ce que si on faisait quelque chose, j'en ai parlé à la première personne qui m'a rejoint dans l'aventure, qui était Moumar Hassan, qui, pour ceux qui sont sur Twitter, vous le connaissez, et qu'on a discuté rapidement. J'ai dit, bah, tiens, je pense qu'on peut faire quelque chose. Attends, trouve-moi les rapports des cours des comptes et tout. Voilà, on essaie de récolter un peu les rapports qu'on a à gauche, à droite auprès de notre réseau. Je dis, bah, je pense qu'on peut faire quelque chose, quoi. Les gens ont besoin d'accéder à ces rapports, le site n'est pas disponible, tout le monde se partage des liens drive, des trucs. Bah, vas-y, on fait une petite page, on centralise tout, les gens peuvent filtrer, rechercher un rapport, on fait des résumés et tout. Parce qu'à l'époque, déjà, sur Twitter, on faisait des résumés. Moi, je faisais beaucoup de résumés de rapports de Cour des comptes. Je dis, bah, tiens, voilà, on va mettre ça sur un site et puis et tout le monde pourra y accéder, quoi. Mais je voulais le faire très vite. Donc, pas le temps de réfléchir à une archive, à un truc, tout ça. J'ai commencé à dialoguer avec GPT. Je veux faire un site, je veux faire très vite et je veux le déployer tout de suite. J'ai mon nom de domaine, voilà l'idée et tout. Et très rapidement, du coup, bah, c'est ce jour-là que j'ai fait le choix pendant ces 1 heure que j'ai fait le choix de la stack. Donc, Nuxt.js, pour ceux qui le connaissent, c'est un framework Vue.js, mais plutôt orienté, disons, server-side rendering. Euh, que je découvrais, hein, j'avais jamais fait. Donc, c'est ce jour-là que j'ai fait mon truc, j'ai fait confiance à GPT et j'ai pris une Node.js, du coup, qui me semblait bien. Donc, j'avais d'un côté les résumés que j'avais, les métadatas que j'avais, et de l'autre côté, les rapports qui étaient des PDF. Donc, bah, si je réfléchis archi, truc long terme, je pense storage, base de données, backend, tout ça. Mais ça, en 1 heure, je peux pas le faire, ou en tout cas, ça prend du temps, quoi. Donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire le plus vite pour le déployer le plus vite? Mon but, moi, c'était dans quelques heures, je déploie en prod. Donc, je me suis dit, bah, solution plus simple. Je prends les PDF, je mets ça dans un dossier dans le repo. Je devais faire des petits articles, des trucs, je mets ça dans Nuxt.js, un module content qui permet de transformer du markdown en page HTML. Bah, je mets ça, mes articles là-bas. Et dans le dossier A7, je mets mes designs en brut, quoi, où je mets tous
tous mes données structurées, je mets dedans. Donc, en gros, les rapports où je mettais un ID à chaque rapport et je mettais le résumé, je vais structurer un peu les données comme ça. Plus du coup le dossier page où j'avais les pages. Donc, la première version de l'archi, c'était vraiment ça. Un repo GitHub avec à l'intérieur tout. Images, PDF, JSON, des données, tout. Pas de backend. Et pour le déployer, pareil, j'avais l'habitude d'utiliser pas mal de cloud, mais le temps de setup une VM, d'installer tout, c'était trop long. Je cherchais une solution rapide, donc il y avait Vercel et équivalent. Donc Vercel, pareil ce jour-là, si que j'en faisais pour la première fois. Mais ce que j'aimais bien, c'était tu le branches à ton GitHub et ça te récupère ton projet, ça te le déploie. Donc c'est comme ça qu'en une heure, j'ai fait mon deuxième tweet et déjà le site est dispo et c'était fonctionnel. Donc voilà, ça c'est la première architecture. Ça a tenu quand même 2 mois, mais vous voyez tout de suite les erreurs, quoi. C'est-à-dire que mise à jour, quand on me donnait de nous, parce qu'après tout de suite les gens sont arrivés, il faut rajouter tel rapport, il faut rajouter telle fonctionnalité et tout. Donc, vous imaginez un peu qu'à chaque fois, je vais toucher le code, déployer et tout, ça commençait à devenir un peu compliqué, quoi. Donc, à partir de, en tout cas, à partir de où on avait laissé tourner un peu, on a constaté que, OK, c'est un vrai besoin, les gens apprécient le projet, le branding côté nom est intéressant et tout, donc il y a quelque chose à faire. Là, avec les gens qui m'ont rejoint, on a commencé à réfléchir un peu à comment maintenant on essaie de transformer l'essai et de mettre une architecture propre qui commence un peu à répondre aux bonnes pratiques en termes d'architecture. Donc là, c'est là où l'un des premiers choix qu'on a fait, c'est quel backend on met en place. Donc on a fait un ADR, un Architecture Decision Record. Côté vie publique, au niveau du pôle technique, ce qu'on fait, c'est que alors je n'ai pas présenté le pôle technique, mais parmi les membres que je vais montrer tout à l'heure, les 30 membres, donc je vais parler du pôle technique. Le pôle technique, je pense qu'on doit être une dizaine, principalement des développeurs architectes. Il y a beaucoup de profils. Et ce qu'on fait, c'est que on se regroupe un peu quand il y a des décisions à prendre, structurantes, niveau architecture, choix de stack. On se fait des réunions ADR, quoi. Ceux qui sont un peu dans des trucs d'architecture savent de quoi je parle. Et du coup, on discute un peu de... on a besoin de... Là, il faut qu'on fasse évoluer l'architecture. On a besoin de backend. Quels sont les besoins? On a besoin de gérer beaucoup de documents. Aujourd'hui, on a des rapports de la Cour des comptes, mais demain, on en aura des milliers. Donc, il nous faut un backend solide. Il nous faut une interface d'administration, parce que derrière ces backends, il faut écrire des résumés, il faut gérer le site, il faut créer du contenu. Donc, il nous faut une interface d'administration qui vient avec le backend. L'API pour le front puisse venir le consommer. Donc voilà, on a posé un peu les besoins, on a étudié les solutions. Donc, première version du coup qu'on a implémentée en ce moment-là, c'était du coup on a choisi Directus. Donc Directus, c'est un hitless CMS pour ceux qui connaissent un peu. C'est en gros un CMS. C'est du WordPress sans la partie chiante de WordPress et monolithique et autres. Même si WordPress offre une API, je pense, reste pour. Mais là, l'idée, c'est qu'il y a plein d'autres solutions, hein, je pense, pour ça. Je ne les ai pas tous testés. Mais en tout cas, de tout ce qu'on avait testé et de l'expérience qu'on avait du groupe en ce moment-là, de ceux qui étaient là, notamment Tonix, que vous connaissez, Mongo, qui nous a suggéré de plus parce qu'il avait beaucoup travaillé dessus. Donc, on l'a installé, on l'a testé. On avait une API, une interface d'admin. On pouvait le brancher, la base de données, c'était du PostgreSQL. Vous pouvez le brancher en Redis. Et derrière, en termes d'évolutivité, c'était assez intéressant, en fait, parce qu'on regardait, on pouvait brancher plein d'autres composants pour rendre l'architecture beaucoup plus sympa. Donc, ça me semblait être la meilleure solution. Donc, première évolution de l'architecture, c'était ça. On a branché avec le CMS. On a migré toutes les données qu'on avait mis dans le repo. D'ailleurs, peut-être qu'il y en a dans le groupe qui s'en souviennent. Les premiers qui ont essayé de pouler le projet à l'époque, avant qu'on mette son backend, ils avaient beaucoup de mal parce que tous les PDF étaient dedans et tout. Donc, le repo posait plusieurs mégas, je ne sais pas, 100 ou 200 mégas avec tous les PDF. Donc, les gens qui voulaient même venir nous aider ne pouvaient même pas pouler le repo quand ils étaient dans certains endroits. J'avais des étudiants qui me disaient, moi, je sais pas, j'arrive pas à pouler le repos, ça prend 30 minutes parce qu'ils étaient dans une zone de bref, voilà. Donc, c'était le problème-là qu'on avait au début. Donc, voilà. Donc, avec ça, du coup, ça nous a permis d'alléger le repo, de migrer toutes les données
et donc de commencer à travailler à une vraie structuration, un vrai modèle de données par rapport à tout ce qu'on voulait implémenter comme fonctionnalité. Donc la première version, c'était ça, et ça a bien fonctionné au début, mais avec toujours quelques erreurs ici, parce que peut-être ceux qui ont consulté un peu le site au démarrage et l'ont audité, à ce moment-là, l'ont audité, ont pu voir que, par exemple, la partie front faisait des requêtes à une URL du backend directement. Donc, le backend était exposé. Les gens pouvaient, s'il y avait un client qui voulait l'attaquer, ils pouvaient trouver des failles pour venir l'attaquer et autres. Donc, on a eu la chance, et c'est pour ça que ce type de projet-là, c'est hyper intéressant. On a eu côté de la communauté. Moi, les gens venaient me faire des suggestions à chaque fois. Donc, j'ai eu plusieurs audits de sécu, des gens qui ont fait l'audit de sécu, qui m'ont fait des rapports, qui nous l'ont envoyé, qui nous disaient bah, attention, votre backend est exposé, il y a tel risque de sécurité, il faut que vous corrigiez ça, il faut que vous fassiez ça. Donc, ça nous a permis aussi de tout de suite prendre conscience. À l'époque, on le savait, mais ces alertes-là nous ont un peu plus, disons, fait prendre conscience de l'urgence de corriger rapidement certaines choses sur l'architecture, parce que le site commençait, on avait au minimum 10 000 visiteurs par mois. Tu vois, les gens qui l'avaient découvert revenaient toujours au minimum une fois par mois à chercher des documents ou autres. Et on commençait à s'implémenter un peu dans le paysage médiatique, vu public, les gens commençaient à le connaître et tout. Donc il fallait très rapidement techniquement se mettre au niveau du besoin. Donc voilà, première évolution de l'architecture en 2025. Ensuite, on a continué à travailler avec la méthode que je vous ai décrite. On se rencontre, on constate les problèmes, on dit bah, quelle est la solution qu'on implémente, soit quelqu'un de nous le prend, et puis on avance. C'est comme ça qu'on avançait. Principalement, nos 2 premières années, c'était principalement une équipe bénévole. On travaillait sous fonds propres, les serveurs, on les payait nous-mêmes. Donc, je vous montrerai tout à l'heure le coût que ça nous coûte aujourd'hui. Donc c'est vraiment comme ça que ça a évolué en 2025. Donc, aujourd'hui, je vais aller directement sur la structure actuelle. Et je pense qu'au moment des questions, je pourrais, s'il y a besoin, je pourrais revenir un peu sur le détail des archives, répondre à des questions. Mais aujourd'hui, du coup, entre-temps, la structure qu'on a aujourd'hui, là, c'est côté stack, hein, je veux dire. Donc, voilà. On a gardé Directus, on est très satisfait de Directus et des performances et du fonctionnement de l'outil. Côté front-end, ça a beaucoup évolué aussi avec les nouvelles versions de Nux et de Vue. On a pu améliorer pas mal au niveau du code. On a pu transformer du coup à un moment donné. Donc, on avait le projet de faire l'application mobile. Là aussi, pareil. Beaucoup d'échanges au niveau de l'équipe pour savoir dans quelle direction on allait aller. Est-ce qu'on allait faire une application mobile avec une techno Flutter ou du natif ou du React et autres, ce qui était un choix possible mais qui prenait beaucoup de temps. Parce que là, en ce moment-là, on voulait le sortir très vite parce qu'on le demandait beaucoup. Et ça allait nécessiter de redévelopper tout ce qu'on a développé sur le site, qui était commencé à être beaucoup, quoi. Il y avait beaucoup de choses qu'on avait développées. Donc, on a fait le choix de partir sur un PWA, Progressive Web Apps, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire de transformer notre projet web en projet mobile, en intégrant juste des modules PWA, et c'est ce qu'on a fait. Et c'est avec ça qu'on est en sorti du coup la version web Android et qu'on a d'ailleurs lancé il y a 2 semaines, ou 3 semaines, je ne sais plus. Aujourd'hui, on doit être à 5000 installations. On n'a pas encore vraiment fait de promo, mais les gens commencent à l'installer et à l'utiliser pas mal. Donc, on a commencé aussi, je reviendrai sur ce point-là, sur l'API. On a du coup travaillé au départ, la première architecture que je vous ai montrée, je ne vous l'ai pas dit, mais ici, il n'y avait même pas d'environnement test, hein, c'était juste un repo, je balance sur Vercel et tout, à part la partie preview de Vercel, mais il n'y avait pas de réel environnement de test. Donc, du coup, là, maintenant, on a pu travailler sur avoir un environnement hors prod, ce que je dois préciser aussi en termes d'infra, on a migré de Vercel parce qu'à un moment, il fallait installer Directus. Directus, donc il faut un vrai back-end, soit prendre un service manager de base de données et déployer Directus comme service dans le quoi. Donc, le choix qu'on a fait, qui était aussi le choix le plus flexible et le moins cher, c'était de prendre de louer juste une VM. Donc, on a pris un VPS chez Ostringer. Initialement, c'était une petite VM, hein, pas grand-chose. Maintenant, on l'a boosté au maximum. Mais à l'époque, on avait pris la formule la plus à moins chère. Hein, je pense que ça coûte 2 euros 4 euros par mois, un truc comme ça. Donc, on avait installé dessus. Il y avait initialement que l'environnement de prod.
Donc, on a commencé à brancher. D'abord, la partie, comme les données, on savait qu'on allait avoir de plus en plus de documents et de données. Que vie publique, là, notre source de données de base, c'est des fichiers PDF officiels qu'on récupère. Donc, du coup, on a estimé qu'on ne pouvait plus garder le storage classique de Directus, parce que Directus de base, quand tu l'installes, ça vient écrire sur le file system dans un répertoire. Donc, on s'est dit, bah, il nous faut un vrai storage, en fait, qu'on pourra migrer plus tard et tout. Donc, on est parti sur Mint.io, open source, et qu'on s'est dit, bah, demain, si on voulait migrer dans une autre truc au Sénégal, une infrastructure, si on a des objectifs aussi, on peut le faire. Si on veut partir sur du cloud, on peut le faire. Voilà, donc c'est un peu plus. Donc, on a branché Minayo et on a déplacé on a migré tous nos fichiers vers Minayo. Et Directus, du coup, se branche très facilement à Minayo. On a commencé à brancher d'autres services. On avait besoin de moteur de recherche. Les gens nous demandaient beaucoup. Le moteur de recherche, initialement, ça se basait sur la recherche de l'API de Directus. Mais c'était une recherche par correspondance exacte, quoi. Pas de recherche sémantique. Voilà. Donc, là aussi, pareil, c'est vraiment ça, comme ça que le projet a évolué. C'est une personne qui m'a écrit sur Twitter. Je ne sais pas si elle est là, mais désolé si j'ai oublié le nom. Mais qui m'a écrit sur Twitter, qui m'a dit, bah, tiens, vous devriez penser à intégrer un moteur de recherche et qui m'a parlé de TypeSense et Minisearch et de solutions. Il m'a dit, regarde, bah, c'est très intéressant, qui m'a donné des exemples. Je pense que l'ancien site de Sénégal Service de l'État utilisait TypeSense. Donc, il m'a demandé de regarder, que c'était très facile à installer et qu'on pourrait éventuellement l'utiliser. Donc, j'ai étudié rapidement. Effectivement, c'était un très bon choix. Parce que moi, je connaissais que Algolia, mais Algolia est payant et on ne voulait pas de solution, voilà, vendor lock avec un provider. Donc, on est parti sur TypeSense. On est en train de toujours apprivoiser. Hein. On n'est pas encore à fond dessus, mais ça indexe aujourd'hui tous nos milliers de documents, nos articles. Quand tu fais une recherche sur le site, voilà, ça commence à s'améliorer. On a branché du coup la partie newsletter, Brevo, Resend et tout. Pour la partie PWA, du coup, aujourd'hui, on envoie des notifs. Ça marche pas sur iOS. C'est une des raisons pour lesquelles on va migrer d'ailleurs sur le techno. Mais ça marche sur Android et on le fait avec Firebase Messenger. Et on a branché Anytime pour commencer à travailler sur toutes nos automatisations dont je vais vous parler là. Et un chatbot, on en parlera plus tard parce que le chatbot, c'est un sujet à part et c'est une architecture complexe. Mais voilà, mais on a ce chatbot-là aussi. L'architecture du futur, alors je ne vais pas en parler. Peut-être que dans les questions, il y aura des remarques, je reviendrai là-dessus. Parce qu'on est en train de travailler sur la future version qui doit intégrer un firewall, une API gateway. On veut migrer toute notre infra au Sénégal. Il y a beaucoup de chantiers. Donc, je vais pas pousser trop loin là-dessus. Côté DevOps, bah, c'est très simple. On a branché notre repo. Aujourd'hui, il y a deux repos. Donc, vous avez le repo sur Codeforce Sénégal. Je pense que d'ailleurs, c'est le moment de commencer à vous montrer un peu les choses en direct. Sur Codeforce Sénégal, que je vous encourage à regarder, hein, c'est un projet très intéressant du master Mamadou Diagne. Donc, le projet initialement du public, c'est là que je l'avais déployé. Et nous, ce qu'on a du coup aujourd'hui, c'est qu'on a je reviens sur ma diapo. Donc, on a notre repo, on a notre organisation du public. On a cloné. Le projet de base, il est là, sur le repo Codeforce Sénégal, public, open source. Donc, nous, on travaille depuis notre clone, nos développeurs travaillent depuis notre clone. Et parce que des fois, il y a des sujets qu'on doit maturer un peu, prendre le temps. Donc, voilà. Donc c'est depuis notre organisation sur laquelle le repo est cloné qu'on vient synchroniser quand il y a besoin. Et s'il y a des contributeurs qui nous font des merge requests aussi, bah, qu'on récupère les contributions sur notre repo. Et c'est ce repo interne-là sur lequel nous branchons notre CI/CD, qui est très simple. Hein. Notre infrastructure que je vous montrais tout à l'heure, c'est Hostinger, donc c'est des VPS dans lesquels on a installé Docker et un outil qui s'appelle Coolify, qui nous permet d'administrer du coup nos déploiements. Donc, ça te permet d'administrer des conteneurs Docker, mais sans la complexité peut-être d'un Kubernetes, qui serait la solution ultime, mais qui n'est pour l'instant, serait un peu trop pour nous, pour ce que nous faisons. Nous avons juste quelques containers à gérer, c'est pas très compliqué. Donc, Coolify est la bonne solution. Donc, on a nos VM, on installe Docker de ce Coolify. Coolify nous permet de faire des configs pour nous connecter automatiquement
et faire des pools. Voilà, en gros, on a un workflow qui nous permet de déployer automatiquement en environnement dev. Et par contre, pour la prod, c'est sur déclenchement, quoi. C'est pas automatisé jusqu'au bout. Il faut merger sur la main et tout, mais on ne développe pas automatiquement parce que il y a d'autres considérations qui rentrent en jeu. Donc, la prod, c'est sur déclenchement manuel quand on décide de déployer. Donc, mais c'est comme ça qu'on fonctionne et donc voilà, avec des GitHub Actions qui build automatiquement le projet, notre SonarCube qui est branché pour nous faire, il est public d'ailleurs le dashboard de SonarCube pour voir la qualité de code. Donc voilà, très simple. En termes de workflow, bah, on s'appuie beaucoup sur l'IA. Peut-être qu'on fera une séance spécifique là-dessus, parce qu'on expérimente beaucoup aussi. Entre Copilot et Claude Code, pourquoi Copilot? Parce qu'on on avait, il y a un de nos membres, donc Ousmane, qui est Azure MVP. On avait beaucoup de licences gratuites, donc on a beaucoup utilisé Claude, toujours les modèles de Claude, mais via Copilot. Bon, ces licences gratuites sont terminées. Maintenant, on passe entièrement sur Claude. On a pris des abonnements pour chaque développeur, donc on travaille principalement dessus, avec gestion du contexte et des règles via les fichiers classiques que vous connaissez en Claude MD, agent MD. Et des skills, selon les types de projets, on a des skills ou autres qui sont dans les repos. Et il y a des méthodes, je ne sais pas si vous connaissez les méthodes de BIMA, de Ralph. C'est un peu des stratégies aussi de développement assistées par IA qui te permettent de structurer un peu. Voilà. L'approche classique, c'est j'ouvre mon, j'ouvre mon Claude et il commence à tâter, lui demander des trucs qu'il modifie. C'est ce que beaucoup font. Mais ça, ce n'est pas une bonne exploitation de Claude. Ce n'est pas avoir une démarche structurée, surtout si tu travailles sur un projet collectif. Donc, ces méthodes-là te permettent de suivre un processus, de dire, bah, quand je dois développer quelque chose, je dois lancer d'abord tes skills pour générer le PRD. Ensuite, je dois générer le plan. Ensuite, je commence l'implémentation. Et chacune de ces étapes-là produit de la documentation qui permet de documenter le projet et d'assurer que tout le monde, du coup, suit les mêmes règles. Et que selon peut-être, je sais pas, si un développeur choisit un autre modèle, qui est un autre modèle ou autre, qu'on ne perde pas l'information et que développer avec l'IA, c'est pas juste produire du code, c'est produire quelque chose qu'on peut comprendre, quelque chose qui est documenté et via une méthodologie partagée, que le code soit au même niveau entre tous les gens qui travaillent sur le projet. Donc, c'est pour ça que du coup, Bima, on l'a abandonné, est trop compliqué finalement. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, Bima. J'ai mal écrit le truc, je vais le corriger. Donc, c'est effectivement ça, c'est BIMAD. On l'a abandonné à un moment donné parce que c'était devenu quand même un peu trop compliqué. Et par moments, pour des petites choses, ça me faisait un peu perdre du temps. Donc, finalement, on a concocté un peu notre propre workflow avec nos propres skills selon le projet. Donc, ça nous va très bien, quoi. C'est beaucoup plus simple et ça nous permet de documenter au fur et à mesure qu'on avance. Très rapidement, sur la partie automatisation, c'est un élément très important aussi parce que nous travaillons sur beaucoup de données. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la méthode, on collecte, on structure, on enrichit et tout. Ça demande beaucoup de traitements. Donc, les premières versions, c'était du script. On prenait les PDF ou les trucs, on appliquait dessus différentes librairies, Python, IGS, pour faire nos traitements. On faisait appel à des IA, beaucoup Mistral à l'époque parce qu'on traitait beaucoup de documents scannés. Il fallait de l'OCR pour extraire les données. Et derrière, ça venait l'insérer dans notre backend et c'était exposé sur le site. Ça, c'est la première version. Donc, beaucoup de scripts. Ensuite, on a commencé à étudier les solutions d'automatisation. On a commencé avec Apache, je pense que c'est Apache, j'ai oublié le nom, Apache Workflow, un truc comme ça. C'était pas concluant. Et on est parti finalement sur l'outil qu'on utilise aujourd'hui, qui est N8N. N8N nous permet aujourd'hui d'orchestrer un peu tous les flux de données entre nos différentes sources et le backend. C'est-à-dire, on va faire beaucoup de scrapping sur les sites de Airflow, voilà, c'est ça. C'était Airflow le premier outil qu'on a testé. Donc, on a beaucoup de workflows, je vous montrerai en live, on a beaucoup de workflows qui scrapent les données de l'État. On récupère des milliers de documents. On a tellement de documents aujourd'hui. Alors, sur le site, vous trouverez, je pense, 12 000, 15 000, je ne sais plus. Mais on en a des dizaines de milliers d'autres qu'on a récupérés, qu'on n'a pas encore mis en ligne, parce qu'il faut les traiter, les structurer, vérifier. Voilà, il y a tout un process là-dessus. Donc, N8N est un peu notre outil central là-dessus qui va nous permettre de scraper tout ça. On a beaucoup de problèmes d'ailleurs là-dessus. Je pense que ça mériterait
cette partie-là, peut-être Maud pourra le présenter, celui qui travaille dessus, ça mériterait une séance. Parce qu'on a énormément de problèmes entre la façon d'attaquer les sites. On utilise beaucoup de méthodologies. Attaquer directement le site via son sitemap, faire du scrapping classique. Des fois, il y a des sites, il faut passer par des proxys. Des fois, c'est par la recherche Google. Donc, il y a énormément de méthodes qu'on essaie de développer. Et on serait très heureux d'ailleurs d'avoir des retours là-dessus. Donc, il y a l'approche aussi où nos journalistes collectent beaucoup de données via notre réseau, ministère et direction. On nous donne des documents, on les envoie, on les met, on centralise dans un drive et l'automatisation se déclenche. Les traite via nos workflows et les insère dans la BLD. Ou des fois, c'est des ajouts manuels directement au niveau du truc et la vérification aussi au niveau de l'interface d'administration. Et derrière, c'est rendu disponible via toutes nos applications. Le modèle de données, j'y reviendrai après, s'il y a des questions qu'on est en train de construire. C'est très important aussi. C'est toutes les fonctionnalités que vous trouverez sur le site. Les erreurs, je reviendrai. Comme malheureusement, j'ai un peu dépassé mon temps, je vais devoir aller très vite. Je vais finir 5 minutes sur la démo rapide, montrer quelques éléments. Et après, j'ouvre la parole pour ceux qui veulent intervenir, poser des questions. Et je pourrai revenir sur ça. Donc, en termes de démo rapide, alors, sur le site, je pense que la plupart vous connaissez. Je vais vous montrer toutes les fonctionnalités qu'on a. Peut-être les derniers sur lesquels on travaille. On a récemment commencé à travailler sur ce qu'on appelle des dossiers d'enquête. Donc, c'est des dossiers qu'on structure qui viennent un peu résumer pas mal de sujets. Donc, si vous êtes intéressé par la nouvelle constitution, le code de sécurité sociale ou le code du travail, les réformes en cours, n'hésitez pas à aller lire ça, c'est très intéressant. Et on est en train de travailler sur beaucoup de dossiers qui vont être très intéressants, je pense. Parce que là, c'est exploiter tous les données qu'on a collectées pour les structurer d'une façon que les gens vont pouvoir consommer facilement. On est en train de travailler là sur l'organigramme de l'État. C'est reconstituer l'intégralité de l'organigramme de l'État via des organigrammes qui vous permettent, par exemple, de pouvoir dérouler des arbres et de vérifier la composition de toutes les administrations de l'État. Par exemple, là, on voit la présidence, sinon on peut le parcourir par liste, voir les établissements publics, il y en a 128, les 26 ministères, les 56 sociétés nationales, et de pouvoir aussi faire des fiches pour chaque institution de l'État avec le maximum d'informations possibles. Donc, c'est quelque chose qui est en cours. On a déployé un petit bout. On est en train de travailler à enrichir tout ça avec des comparateurs pour pouvoir voir les changements entre deux décrets. Donc, ça, c'est beaucoup de travail de structuration. On n'a pas encore vraiment communiqué dessus parce qu'on est en train de rajouter le historique des données. C'est beaucoup de travail. Dès que ce sera assez stable, du coup, c'est assez complet, on pourra le partager. Donc, vous retrouvez beaucoup de choses dans le dashboard, et ainsi de suite. Il y a un truc que je vais vous montrer, sur lequel on travaille aussi, c'est le chatbot. On est en train de travailler sur un chatbot aussi. C'est tout le système de RAP dont je parlais. Je n'ai pas montré la structure, mais voilà, c'est toute une archi aujourd'hui qu'on a construite sur Azure, avec Azure IA Search et là, voilà, il y a toute une pipeline dessus qui nous permet de prendre pour ceux qui savent un peu du RAG, je prends des documents avec des modèles d'embedding, je découpe un chunk, que j'insère dans une base de données vectorisée. Ensuite, du coup, je peux faire de la recherche dessus, ce qui te permet, par exemple, là, si je dis quel est l'âge pour ce syndiqué au Sénégal, il y a des milliers de documents qui sont présents et indexés dans le modèle vectoriel, mais du coup, le chatbot est capable d'aller trouver la bonne information qui est effectivement l'article 11 du Code du travail qui donne l'information. Bref, donc, c'est un système de RAG qu'on est en train de construire. C'est une première version tout simple, qui n'est pas encore d'ailleurs publique, qu'on est en train de tester avec un objectif d'en faire une. J'en parlerai tout à l'heure sur la fin, c'est un de nos projets. Donc, je disais, on travaille beaucoup sur N8N, donc je vous donne juste un petit aperçu. On a énormément de workflows sur lesquels on travaille qui nous permettent de faire beaucoup de choses. Je vais peut-être en choisir juste un pour vous montrer. Celui-là, par exemple, c'est le workflow qui nous permet de récupérer les documents du drive. Je disais tout à l'heure, il y a des documents qu'on insère dans un drive et ensuite le workflow il tourne, il récupère ça et tout. Donc, par exemple, ça, c'est le workflow qui nous permet de faire ça, de faire des résumés, d'insérer ça. On a des workflows qui nous permettent de traiter les questions écrites des députés. On a des workflows qui nous permettent de scraper des documents. Voilà, il y a énormément de workflows qui nous permettent de traiter beaucoup de cas de figure. Je vais pas vous les montrer dans le détail tous, mais voilà. On travaille beaucoup avec N8N là-dessus. Directus, à quoi ça ressemble? Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, une fois que tu l'installes, tu as une interface d'administration qui ressemble même pas à ça, qui te permet de structurer tes données. Donc, le data model ici te permet de créer tes modèles, de les structurer sur une base de données relationnelle.
Et donc, c'est vraiment très intéressant, très cool. Donc, nous, on a fait le maximum de choses dessus. Tu peux développer dessus aussi si tu as besoin de petites trucs, tu peux développer des flows. Par exemple, on développe quelques flows qui nous permettent, quand il y a des modifs dans certaines informations, de déclencher des workflows M8N pour aller mettre à jour telle ou telle information. Par exemple, voilà, c'est ce qui nous permet de, de vérifier s'il y a des doublons de documents, c'est ce qui nous permet de vérifier le travail post-vérification, la l'entrée du document. On fait des liens ici, la liaison entre le CMS direct plus la base de données et le moteur de recherche TypeSense. Pareil aussi, à chaque fois qu'on modifie, on met à jour un document, on a un flow qui le détecte, qui déclenche une UTN, qui met à jour l'index, ainsi de suite. Donc, on déclenche pas mal de flow à partir de là. Donc, une fois qu'on structure ces données ici, derrière, la gestion se fait ici, quoi. Donc là, on retrouve ceux qui gèrent les données du site vont retrouver une interface ici où ils peuvent manipuler toutes les données, quoi. Donc avec à chaque fois des tableaux, par exemple, là, je vais vous montrer un exemple, c'est la structure des députés. Je clique sur un député, je peux le mettre à jour, vérifier des informations. Des formulaires très simples, c'est du code, mais voilà, ça te fait gagner pas mal de temps. Et ça, du coup, ça nous a permis de ne pas avoir à développer nous-mêmes un back-office, une API, tout ça. Donc, et ça, une fois que tu l'installes, ça t'expose rapidement une API. Et derrière, avec une gestion très fine des accès. Donc, tu peux configurer tes access policies, tes rôles, et il y a une bonne gestion des utilisateurs, tu peux le brancher au provider social connect, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Il y a une marketplace. Donc, voilà, c'est un outil très important pour nous et qui nous permet de vraiment gérer tout le backend. Je vais peut-être m'arrêter là. J'ai dépassé de 15 minutes ce que j'avais prévu, je suis désolé. Mais ce qu'on va faire, donc là, je vous laisse la parole. J'avais prévu 1 heure, mais je suis quand même disponible et l'équipe, on est disponible. Donc, ceux qui avaient prévu 1 heure, ils doivent partir dans 15 minutes, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui veulent rester encore 30 minutes et discuter, poser des questions, voilà, là, j'ouvre le micro et je suis à votre disposition avec toute l'équipe pour répondre aux questions et revenir sur pas mal d'éclaircissements que vous voulez. Je termine sur les coûts, parce que peut-être il y en a beaucoup que ça intéresse. Combien ça nous coûte aujourd'hui? Au départ, ça ne nous coûtait pas trop cher. Donc, pour ceux qui ont versé, ils savent que c'est $20 par mois. $20, je pense, l'abonnement. Donc, au départ, je pense qu'entre la première version que j'ai déployée, j'ai pris la licence, je pense qu'au début, ça ne me coûtait rien, parce que c'était la version basique. Après, j'ai pris la licence quand même parce que je voulais voir le trafic, je voulais voir certaines choses, avoir un certain nombre de trucs. Donc, ça ne me coûtait rien, ça me coûtait $20 par mois au début. Mais quand il a fallu prendre le back-end du coup, et de prendre un VPS, là, on commençait à payer $8 de plus. Ensuite, à un moment donné, les données commençaient à être trucs, donc on a monté de gamme de machines virtuelles. Celui qu'on a pris aujourd'hui, je pense, doit nous coûter $500 l'année. Et ensuite, on a pris un deuxième VPS pour la partie test. Je peux vous montrer d'ailleurs sur l'archi rapidement, ça je ne l'ai pas montré. Au niveau de l'infrastructure aujourd'hui, ce qu'on a, voilà, on a en gros sur notre infrastructure, on a pris 4 VM. Sur ces 4 VM, on a un environnement de prod avec le directeur, tout ce que je vous ai montré. On a un environnement de test ciblé. On a une VM dédiée aux tools, N8N, charge détection, comment tous les outils qu'on utilise pour du monitoring, workflow, tout ça. Et on a des VM où on teste beaucoup la partie chatbot, IA, voilà, beaucoup de choses, quoi. Donc, aujourd'hui, on tourne sur 4 VM, plus les services qu'on paye à côté. Donc, je reviens sur les coûts. Donc, voilà, quelques DNS qu'on a. On en a, je pense, une dizaine de DNS. L'infrastructure, voilà, je pense, le dernier relevé que j'ai fait, ça me coûte à peu près ça, quoi. À l'année, quoi, en million. Si je compile tous les VM. Les licences qu'on paye pour déployer sur Apple et Google. Les licences IA, c'est le gros poste de dépense. Ça ne coûtait rien jusqu'à fin juin. Mais du coup, à partir de là, on a pris des licences pour nos 3 développeurs. On va prendre la version Pro, donc ça va nous coûter 108 € par mois, donc 300 000 par mois, 4 millions l'année. Je disais tout à l'heure, gars, c'est quand tu commences à calculer à l'année que tu te dis, les licences IA, quand même, ça ne se rend pas compte, mais ça coûte énormément. Donc, on paye un abonnement pour l'envoi de mails avec Resend. On a un abonnement sur PBS parce qu'il y a un autre projet, peut-être que je vous en parlerai, d'application mobile qu'on est en train de développer pour un partenaire.
l'abonnement Brevo pour nos newsletters. Ça, c'est un abonnement qu'on utilise pour la partie recherche de documents. Et quand on n'arrive pas à accéder à un site ou que la recherche sitemap marche pas et tout, donc on utilise certaines API pour ça. En gros, autour de 500 000, ça nous coûte par mois, 6 millions l'année, mais ça va évoluer parce qu'on a d'autres dépenses qui arrivent. Donc voilà à peu près du coup en termes de coûts. Le reste, peut-être qu'il y aura des questions là-dessus sur nos projets en cours, les sites que nous développons, nos opportunités. Je vais peut-être laisser la parole aux questions et je reviendrai là-dessus. Alors je crois, je vais lire les questions où je regarde les mains qui sont levées et on va répondre. Je vais le prendre depuis là, parce que sur mon téléphone, je ne vois pas. Alors, est-ce qu'il y a des mains levées? Ah, il y a le grand Mohamed Cham qui vient d'arriver. Medtech. Medtech, tu as dingue, j'ai optionné. Il y a l'enregistrement après. Il y a l'enregistrement. Est-ce qu'il y a des mains levées? Je vérifie, parce que je ne les vois pas. Marie, merci beaucoup pour la présentation. Il n'y a pas de main levée, mais il y avait des questions. Il y avait des questions dans le channel de discussion, donc peut-être commencer par ces questions-là. Allons-y. Je vais remonter plus haut. Bon, ça c'était le replay. Ok. Vous documentez vos endpoints API pour ceux qui voudraient consommer vos données. Peut-être, Tcherno, tu peux lire les questions pour Malik. Oui. Il pourra répondre directement. C'est plus. Stop. Oui. Marie, tu peux rester aussi sur les slides. Ouais. Je pense que ça te donnera plus de main. Vas-y. Merci, Mbaye. Donc, il y a Amadou Ndiogo Dieng, je pense, qui demande est-ce qu'on documente nos endpoints? Vous documentez vos endpoints API pour ceux qui voudraient consommer vos données? C'est une question. Est-ce que c'est gratuit, si c'est le cas? Et bon, il termine par un commentaire disant qu'il vient juste de découvrir le site. Il a vu passer des posts sur Twitter. Il pensait que vie publique parlait que de politique. C'est cool. C'est l'objectif aussi de la rencontre parce que nous dañuy gis rek ñu bëri yaakaar na ñun en fait page réseaux sociaux rek la ñu en fait parce qu'ils nous découvrent sur leur réseau et tout, ils pensent qu'on fait que du relais, mais c'est vie publique à la base, c'est une civic tech. Donc comme je vous l'ai dit, quand on a démarré pendant 6 mois, il y avait que le site, il n'y avait même pas de réseau. Donc à la base, c'est vraiment une civic tech et le plus gros du travail que nous faisons d'ailleurs, c'est ça. Ce qui nous prend le plus de temps, c'est cette partie collecte de données, structuration, mise en ligne. La partie réseau social, disons, c'est important, mais c'est ce qui nous prend le moins de temps et c'est le moins compliqué, quoi. Mais du coup, pour répondre à la question, peut-être que je vais utiliser l'architecture cible que je n'ai pas évoquée tout à l'heure, mais qui pourrait peut-être répondre à la question. En fait, aujourd'hui, alors c'est pas en gros, il n'y a pas de Swagger ou de une documentation ou des specs OpenAPI disponibles que vous pourriez consommer, même si l'API est disponible, parce que si vous parcourez le site, vous pouvez voir tous les appels effectués et les appeler. Mais on n'a pas d'API disponible aujourd'hui documenté. Et c'est un de nos projets, donc c'est notre partie Open Data, un module Open Data. On travaille dessus et l'idée, c'est de mettre à disposition une API publique, gratuite, pour tout le monde, gratuite, ce sera gratuite. Comme le site est aujourd'hui gratuit depuis le début, on n'a aucune publicité, tout est gratuit. Et on espère encore maintenir ce modèle-là. Si un jour on ne peut pas, on changera, mais en tout cas, on veut maintenir ce modèle gratuit. Mais pour pouvoir le faire, quand tu exposes une API publique, là, on ne peut pas le faire là en l'état, parce qu'on ne maîtriserait pas le trafic, les appels, on ne sait pas ce que les gens feront. Et ce sera tout pour notre pomme, quoi, j'ai envie de dire. Donc, avant de pouvoir faire ces choses-là, il y a un minimum à mettre en place. La première chose qu'on va mettre en place, c'est une API Gateway. Avec une API Gateway qu'on va mettre en place, qui nous permettra du coup de permettre aux gens de venir souscrire à nos API, récupérer un token, l'utiliser pour faire les appels et nous permettre de pouvoir contrôler le trafic et surveiller et faire le travail qu'il faut. Donc, c'est pour ça que ça, c'est l'architecture cible, une des versions de l'architecture cible. La version que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est l'architecture actuelle, donc le front qui vient appeler le backend, le truc. Voilà. Mais dans l'architecture cible, on va venir glisser, je vais le faire là en live, que vous voyez, on va venir glisser une API Gateway entre le backend, du coup, et les appelants. Et on doit travailler aussi, on l'a pas encore fait, c'est très important à faire. On n'a pas encore un firewall, donc on va venir inclure ici un Cloudflare qui va du coup permettre
de protéger le site et la partie back-end. J'aurais dû le mettre là d'ailleurs, parce que du coup, le Cloudflare, il va permettre. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, pas besoin de Cloudflare ici. Donc, on met un firewall et un API gateway qui nous permettra du coup de pouvoir générer des tokens pour les gens qui voudront venir consommer et de pouvoir identifier le consommateur. Et voilà. Donc, parce que plus on avance, nous, plus on aura de données. On a des dizaines de milliers. On est en train d'avoir des partenariats avec quelques institutions de l'État. On est en partenariat avec les archives nationales. On va travailler sur beaucoup de choses. Donc là, on est qu'au début du projet. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Mais au niveau où on est, il faut qu'on le fasse de façon maîtrisée. Donc c'est uniquement ça qui explique la raison de on n'a pas encore mis à disposition une API documentaire accessible. Mais c'est vraiment un des objectifs parce que l'objectif initial du projet et ce qui réunit aujourd'hui le pôle technique, c'est qu'on ait des gens qui croient à l'open source et au partage de données. Donc les données seront partagées et l'API sera disponible. Voilà. Top, merci beaucoup, Marie. Mais Marie, il faut réduire le temps de réponse. Il y a énormément de questions. C'est ça, il y a la question de Maï Sambaï. Ego Mignon est sur une instance dédiée. C'est une question liée à Mignon qu'on utilise pour le storage. Et sur une instance dédiée. Non, aujourd'hui non. Et je pense que la personne qui l'a posé veut souligner aussi une mauvaise pratique en termes d'archi, qui est qu'on met les données là en même temps. C'est jamais une bonne chose. Donc aujourd'hui, alors je montrais tout à l'heure le schéma, on a 4 VM, donc le Mignon, on a une VM où on met tout. Dans l'architecture cible, ce qu'on prévoit, c'est d'avoir du coup une VM dédiée à la base de données. Et le Mignon, toute la partie données va être du coup isolée sur des VM dédiés. Ça, c'est une des cibles aussi en termes d'architecture. Là, je ne l'ai pas présenté, mais je pense que c'est ça que sous-entend la question, quoi. Si c'est ça, donc je confirme. Il fait le lien par rapport à la licence de Mignon parce qu'il dit est-ce qu'avec le changement de la politique de licence, oui. Alors, est-ce qu'on reste sur la version basique gratuite ou on envisage de pour l'instant, on est sur la version gratuite basique. Et d'ailleurs, on n'a pas pu, c'est pour ça qu'on n'a pas monté de version. Je n'ai pas regardé la dernière version, mais là, on ne peut pas faire de mise à jour. Et à partir, on ne peut plus monter de version et c'est plus supporté par directrice en certain truc. Donc, on est resté au niveau où on était. Donc, il y a un chantier sur Mignon, effectivement, de voir est-ce qu'on doit le remplacer, est-ce qu'on doit passer. Très certainement qu'on va le remplacer parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir le maximum de composants open source. Donc, c'est une des solutions, des sujets que nous avons, des chantiers. Merci beaucoup. Sa deuxième question, c'est avez-vous setup des choses pour le monitoring de votre système ou avez-vous juste le minimum avec Qualify? On a le minimum avec Qualify, on a un document qui est installé, qui nous permet d'avoir juste un setup pour voir ce qui est en ligne, ce qui n'est pas en ligne. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai pas eu l'alerte, là, je n'ai pas regardé. Donc, on a un document qu'on a installé. Encore une fois, là aussi, c'était on cherche des choix simples. On a étudié, vous pouvez mettre du Grafana avec tout le truc, Grafana promoteur, ainsi de suite. Bon, on voulait un truc simple qui regarde juste nos trucs et nos alertes. Et tu as un peu de monitoring infra du côté de Hostinger, parce qu'on est sur Hostinger, donc c'est de t'offre du monitoring sur la partie infra, RAM, CPU, tout ça, disque. Et voilà, quoi, en termes de monitoring, ce qu'on a aujourd'hui. Top. Question de Ibrahim Afal. Bonsoir. Quelles sont les orientations pour rejoindre la vie publique comme stagiaire, développeur full stack, système d'information géographique? Ok. Alors, ce que je reviendrai peut-être garder ça pour la fin, pour clôturer, pour expliquer un peu ce qu'ils veulent nous rejoindre. Thierno. Top, parfait. Il y a Abdoulaye Mbouch qui nous félicite et qui demande est-ce que vous êtes sur la version gratuite pour Directus? Oui, on est sur la version gratuite à ce jour et on essaie de le rester autant que possible. Et sur le chatbot, vous utilisez quel modèle pour la génération de texte? Alors, c'est Ousmane qui pourra répondre. Je ne sais plus quel modèle. Je sais que c'est le modèle GPT. Lequel exactement, je n'en ai pas le souvenir. Mais voilà. Il pose la question si tout se passe bien avec Mistral.
Est-ce qu'il y a beaucoup de corrections humaines post-traitement? J'ai envie de dire, enfin, le constat qu'on a fait, c'est que ça dépendait beaucoup ça dépend aussi de la qualité du document. Mais maintenant, ils ont Mistral, la dernière version de Mistral OCR est assez intéressante. Moi, je l'ai testé sur des documents très longs et il arrive à sortir d'excellentes structures, fidèles au document d'origine. Mais j'ai envie de dire, des fois, en fait, on a moins de problèmes avec Mistral que sur la qualité de la donnée de base. Si on scanne mal, si on récupère un document où la version, c'est l'exemple que je peux vous donner, si je prends le journal officiel, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà vu, mais si je prends par exemple, juste vous montrer le type de document qu'on peut être amené à traiter parfois. Le premier journal officiel de l'époque indépendante du Sénégal, donc le premier journal officiel du Sénégal indépendant en 1960, c'était... j'arrive à le voir. Oh, oui, je suis con, je peux le voir sur le site. On va juste aller voir ici, 1960. Premier journal officiel du 2 janvier 1960, quand tu ouvres le document, tu peux te retrouver des fois, tu vois, avec ce type de document-là. Et je montre ça, c'est pour dire des fois, c'est plus si le document est mal scanné, si on n'arrive pas à lire. Mais sinon, quand il y a un minimum de clarté, de trucs, et que nous, ça c'est le deuxième critère, au niveau prompting, on est assez précis sur ce qu'on veut. Parce que des fois, tu promptes mal, tu as un mauvais résultat. Alors, prompting pour l'extraction qu'on a fait, le post-traitement qu'on a fait après, parce qu'on le fait passer par l'OCR de Mistral et ensuite on fait un prompting sur un LLM pour pouvoir nous structurer l'information pour qu'on puisse le traiter. Donc, mais si il y a un minimum de qualité sur le document, Mistral arrive à nous donner toutes les informations, quel que soit le nombre de pages. Et derrière, si on prompte bien, nous, on arrive à en extraire ce qu'on veut. Généralement, des métadonnées qu'on en retire et des résumés. On ne retranscrit pas l'intégralité des documents sur nos sites, ça n'a pas d'intérêt. On fait plutôt des résumés de tous les points pour l'annexer dans le moteur de recherche, que les gens puissent retrouver l'information. Parce que ce qu'on veut, c'est surtout ça, que derrière, les gens puissent faire des recherches et rapidement trouver l'information qu'ils cherchent. Après, ils peuvent se débrouiller avec le document eux-mêmes. Voilà. Top, merci. Il y a Samba Diago qui a levé la main. Samba, je termine les questions, après je vous passe la main. Il y a une question de Awago, développeuse full stack basée en France. Ta question, c'est comment garantissez-vous la cohérence des interfaces lorsque plusieurs développeurs contribuent au projet? Et la deuxième, c'est disposez-vous d'une bibliothèque de composants ou d'un système design interne? Oui. Alors, par rapport à l'aspect design, je ne peux pas vraiment dire qu'on a une démarche structurée depuis le départ. Quand je l'ai commencé, moi, c'était sur des designs très simples. Effectivement, quand on a commencé à avoir un des stagiaires qui travaille sur le projet, plusieurs développeurs, on a commencé un peu il n'y avait pas de bibliothèque de composants, mais on a juste défini un design MD avec quelques règles de base à respecter. Initialement sur le club.md, après, aujourd'hui, c'est documenté dans un design système, une doc qui décrit clairement ce qui est autorisé ou pas. Donc voilà, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Mais ce n'est pas encore assez poussé, ou on a une bibliothèque de composants réutilisables au niveau des interfaces. On n'en est pas encore là, malheureusement. Mais c'est un des objectifs. Donc, si tu veux nous aider, avec plaisir. Hein. Top, merci. Il y a une question de Abdelaziz Gueye. Merci pour cette présentation. J'aimerais savoir quel stack vous utilisez pour implémenter le RAG. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que Ousmane est là, Bromrak? Brom Azure? Parce que j'aurais préféré que ce soit lui qui présente ça. Mais comme je disais en début, je vais montrer juste l'architecture. Mais comme je disais, si vous le voulez, nous, on peut faire un atelier dédié uniquement à comment on développe un chatbot des RAG et vous montrer tous les outils qu'on a testés. Parce qu'on n'a pas testé que... Alors, si je trouve architecture chatbot, je pense que c'est ici. Architecture RAG public, ça doit être ça. Oui, voilà, c'est ça. Donc, en gros, aujourd'hui, je vais zoomer un peu. Je vais l'ouvrir directement sur Draw.io, ça va être plus clair. Comme ça, je réponds rapidement à la question. Je vais juste introduire. Donc, on a aujourd'hui le système qu'on a déployé sur Azure. Donc, on a développé une API qui permet de faire le processing de documents et la recherche et le chat, qui expose le chat en free streaming.
Et après, derrière, tu as deux modules, en fait, en gros, dans le module d'ingestion et le module de chat. Le module d'ingestion va permettre de stocker les fichiers sur le storage Azure, de venir extraire le contenu via OCR quand c'est nécessaire et de venir, du coup, faire la partie embedding avec Azure OpenAI. Donc, alors, je vois ici text embedding large 3 et tout. Et celui qui demandait tout à l'heure quel modèle on utilise, je pense que ça doit être les GPT ou Mini ou même au niveau du LLM parce que c'était les moins chers par rapport à ce qu'on voulait. Donc voilà, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est basé sur la stack Azure et derrière avec les deux modules pour la partie chat et partie ingestion et une API qui les expose, une API .NET qu'on avait fait à l'époque. Donc ça a été développé par un de nos membres, Isman Bari, peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est Azure MVP. Et derrière, ça c'était celui qu'on a implémenté, là, celui que je vous ai montré qui fonctionne en démo. Mais on avait, l'objectif pour nous, c'était pas vraiment de faire juste un chatbot, les gens passent, font du texte et répondent. Notre but ultime, nous, c'est de faire un système de chat avec de l'audio et du Wolof. En gros, moi je dis toujours, moi j'aimerais que ma mère qui n'a pas fait l'école, qui ne sait pas lire et écrire, puisse ouvrir son WhatsApp, comme quand elle m'envoie un vocal, et qu'elle demande quelque chose sur le Sénégal et qu'elle ait une réponse. Tu vois? Quand on a imaginé le chatbot, initial, c'est qu'on veut rendre accessible l'information à tout le monde. Et donc, on a discuté à un moment donné avec les gars d'Andakia pour Awa. Donc, ça n'a pas abouti. C'est pour ça que vous voyez là, Andakia, qu'à l'époque, on se projetait là-dessus. On va le mettre à disposition sur WhatsApp. Donc voilà, ça, c'est un de nos projets les plus importants pour le deuxième semestre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a une opportunité là-dessus pour ceux qui auraient des compétences ou cherchent des stages ou autres qui veulent nous accompagner. Mais ça fait partie de notre... Donc voilà, ça c'est l'architecture initiale du premier chatbot, celui qu'on a mis en démo. Mais on a testé Rapflow, on a testé Gemini, le système Google AI, ils ont aussi des moyens de faire du RAG très intéressant. Donc, mais tout ça, comme je le disais, peut-être qu'on peut faire une séance dessus. Nous, on présente les différents outils qu'on a testés et les spécialistes pourront venir échanger sur ce sujet. Voilà, Thierry. Top, merci. Il y a Jaber Sal, sa question est un peu liée à l'intégration dans l'équipe VP, donc on remet à la fin. Je prends la question de Mahmoud Bari, ensuite je passe la main à Samba avant de continuer sur la liste des questions sur le chat. Donc Mahmoud, merci pour cette excellente présentation et pour tout le travail accompli. Vous avez évoqué les API au début, ainsi que les rapports au signal de sécurité que vous recevez parfois. J'ai bien suivi toute l'architecture future, mais l'aspect sécurité, il reste assez peu visible, mis à part la mention du firewall. Sachant que vous prévoyez d'ouvrir vos API, quelles mesures concrètes prévoyez-vous d'intégrer dans cette future architecture pour les sécuriser en profondeur? J'aurais bien aimé, rappelle-moi du coup le nom. Mahmoud Bari. Mahmoud Bari. Mahmoud, ce serait une excellente question et très bonne remarque. Si tu Je pense que c'est un expert cybersécurité. Ouais, le dégager quelques pistes que tu entrevois. Effectivement, je ne vais pas beaucoup faire sortir. Je vais me raconter comment j'ai corrigé quelques éléments sur lesquels j'étais alerté. Mais oui, effectivement, c'est ça l'idée du firewall et de l'API Gateway qu'on va mettre en place pour bien sécuriser quand on va ouvrir l'API. Quand je parlais de l'architecture ici, je parlais de la mise en place de l'API Gateway et du firewall. Mais au-delà de ça, donc ce que tu appelles toi en profondeur, c'est effectivement des choses à travailler. Il y a énormément de choses à améliorer. Hein. J'en suis conscient, toute l'équipe en est consciente. Donc, mais si je ne sais pas, tu penses que tu peux nous aider là-dessus, on serait très heureux d'échanger avec toi et de te présenter plus en détail l'architecture pour recueillir tes préconisations. Quoi. Donc, c'est un peu aussi ça l'objectif de ces webinaires et de ces échanges. On présente un cas pratique, celui de vie publique, et on espère que la communauté nous aidera à l'améliorer parce que c'est un projet commun, c'est un projet pour tout le monde. Donc voilà. Top. Je passe la main à Samba. Les autres qui ont envoyé leur texte aussi par chat, n'hésitez pas, hein, si vous voulez intervenir par vocal, on dit, c'est ça? N'hésitez pas à lever la main. Donc, je passe la main à Samba Diallo et une fois terminé, je reprends les questions sur le chat. Samba, à vous. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà, merci à vous concernant ce projet. Moi, ma question, c'est juste j'ai envie de rejoindre ce beau projet. Et du coup, comment ça se passe si on a envie de rejoindre
vie publique, s'il vous plaît. Yes. Merci beaucoup, Samba, et merci pour l'intérêt pour le projet. Donc, j'avais gardé juste un petit slide à la fin en disant, si vous voulez nous rejoindre. En fait, c'est très simple. Le processus, c'est envoyer juste un mail à contact@viveville.sn, et du coup, vous nous expliquez un peu par rapport à ce que vous avez vu, ce qu'on fait là, la structure. Je partagerai je vous enverrai tout ce qui était dans l'invitation, je vous enverrai le PDF. Je préciserai dans le mail aussi, voilà. L'email, je pense que vous le connaissez déjà, c'est le mail sur lequel vous avez reçu l'invitation. Donc, il suffit juste de nous envoyer un mail, de préciser dans l'objet, dans le corps, sur quoi précisément vous pensez que vous pouvez intervenir, nous parler un peu de votre profil. Et l'idée, c'est que derrière, il y aura un entretien avec moi et d'autres membres de l'équipe pour discuter ensemble de comment tu veux contribuer, sur quel sujet, ainsi de suite. Et c'est comme ça que le processus se déclenche. Aujourd'hui, c'est comme ça que nous sommes organisés. Pour ceux qui veulent être en long terme, c'est différent de ceux qui veulent juste peut-être contribuer sur le projet open source, pour le faire sur GitHub, nous faire des suggestions. Mais pour l'intégration, c'est le processus c'est d'abord organisé. Ok, voilà. Très bien. Et du coup, aujourd'hui, vous vous financez personnellement ou il n'y a que des bénévoles qui travaillent sur le projet? Le projet repose beaucoup sur des bénévoles. Donc, je disais tout à l'heure, nos 2 premières années, donc 2024 qu'on a démarré, les premières dépenses c'était juste acheter le DNS, PL serveur et tout. C'est l'équipe qui le faisait. Ensuite, quand l'infra a augmenté et qu'il fallait continuer à développer, donc pendant 2024 et 2025, l'équipe s'est financée tout seul, pas uniquement sur l'aspect technique, hein, sur tout le reste, parce qu'il y a des community managers qu'on a pris qui commencent à s'occuper des sites. Au départ, c'est nous qui le faisions, mais maintenant, on a pris un community manager. Aujourd'hui, on a 2 stagiaires aussi qu'on rémunère, qui sont en master et qui travaillent pour nous sur le site. Un développeur et quelqu'un qui travaille sur toutes les automatisations, qui sont des jeunes aussi à qui on a fait confiance et qu'on rémunère. Donc, c'est un peu ça nos dépenses. Et donc, 2024-2025, c'était sous fonds propres, cotisation de l'équipe, et on paye tout nous-mêmes. Et à partir de 2025, on a créé on s'est doté un peu d'un pôle partenariat et une personne qu'on a recrutée, qu'on a dit, il faut aller nous... En fait, le modèle qu'on voulait, nous, c'est garder l'outil gratuit, garder le système gratuit, et le site gratuit, les données. Donc, les 3 solutions que nous avons, c'est soit cotisation, bon, ou aller chercher des projets, des bailleurs. Donc, on a reçu quelques dons, mais on n'a jamais fait de campagne réellement dessus. Donc, cette 3e solution-là, celle qu'on a explorée, c'est-à-dire participer à des appels à projets. Donc, le modèle des initiatives, société civile, associations autres, c'est que des fois, tu as des bailleurs qui lancent des projets liés à, des fois, au civic tech ou la transparence ou autre. Et Vie publique, du coup, va les repérer, on va aller là-bas, on va écrire un projet et on va le présenter. Et des fois, on gagne, des fois, on ne gagne pas. Donc, on a été lauréat du projet de Polaris, qui nous ont donné $5 000. On a été lauréat du projet de Affectivis, qui nous ont sélectionné dans le cohorte. On est en train de développer un modèle électoral. On a été accompagné par le PNUD. Donc, voilà, c'est comme ça un peu. À partir de fin 2025-2026, maintenant, on a ces partenaires-là qui nous accompagnent et qui nous donnent un peu de moyens d'avancer. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, très bien. Merci beaucoup. Merci. Sam, n'hésite pas à regarder sur le site. Il y a un onglet financement et indépendance qui détaille l'ensemble de nos sources de revenus. D'ailleurs, qu'on va enrichir parce qu'il manque encore les chiffres. Mais ce qu'on veut, nous, on est en train un peu de boucler notre bilan 2024-2025. Qu'on va déposer, parce qu'on est une association, on a des obligations, on doit déposer ces bilans, les faire certifier au ministère de l'Intérieur. Et une des choix qu'on avait fait aussi depuis le début du projet, c'est qu'on va en faire un projet public, on traite des documents publics. Donc, il faut c'est un truc sensible. Donc, il faut qu'on soit le plus transparent possible pour éviter toute suspicion donc, dans les mois à venir, dès qu'on aura la possibilité de le faire, c'est cette page-là que vient partager Thierno sera enrichie pour indiquer que, voilà les personnes qui nous accompagnent. Et voilà nos bilans, d'où vient notre argent, et combien on a dépensé, pourquoi et quoi. Donc, on essaie en tout cas d'être le plus transparent possible là-dessus, parce que sur ce type de projet-là, c'est très important. Mais ça ne repose pas sur aujourd'hui. Si on ne se basait que sur du financement aujourd'hui, on ne serait pas là. Cette vie publique en est là parce qu'il y a un Thierno, il y a Nongo, il y a truc, il y a moi. On est des gens qui se retrouvent tous les week-ends sur WhatsApp, à toute heure, à discuter, à échanger, à développer, il y a un truc à faire, quelqu'un fait. Et ces gens-là, on ne peut pas les payer. Donc, c'est ces personnes-là bénévoles qui vraiment tiennent vie publique jusqu'à aujourd'hui et qui
qui font de vie publique ce qu'il est. Ok, Donc, très il y bien. a, il y a- Moi, il y a je une vais, question sur la même continuité. Vas-y, Samba, on termine avec ça. moi, j'allais juste dire, moi, je vais candidater. Je vais envoyer ma candidature via le service mail. Excellent. Top, merci beaucoup, merci. Juste une question sur la même idée, même lancée, avant de donner la parole à Mohamed Thiam. Ça, c'est la question de Mendelba. Bonjour, vu que le site est tenu par des bénévoles et couvre des textes juridiques sensibles comme la Constitution et le Code du travail, quel est le processus de vérification, correction avant publication? Et comment gère-t-il les signalements d'erreurs mentionnés en bas de page? Mendel, c'est celui que je pense. Mendel, c'est un ancien collègue. Mendel, je sais que tu vas bien. C'est une excellente question et c'est effectivement très important. Je disais tout à l'heure dans ma présentation que le public, c'est des pôles. Donc, j'ai parlé du pôle tech, et je pense que c'est ici. Donc, on a 3 pôles opérationnels, un pôle média, un pôle technique et un pôle politique publique. L'aspect vérification, déjà nous, sur le plan technique, le travail que nous faisons, et il inclut déjà un certain nombre de steps de vérification. Les documents ne sont jamais publiés directement sur le site. Ça, c'est pour la partie traitement documentaire IA. On a beaucoup de process de vérification, de validation. C'est pour ça que je vous disais, aujourd'hui, vous avez 2018 documents sur le site, mais le nombre de documents qu'on a traités, c'est des dizaines de milliers, mais qu'on n'a pas mis en ligne parce qu'on n'a pas fini le process de vérification de trucs avant de les mettre en ligne. Donc, il y a des documents où c'est simple, parce qu'on ne fait pas nous grand-chose. On prend le document, le journal officiel, quand on le prend, on le résume juste via IA, c'est très facile à vérifier, il est mis en ligne. Il y a des documents, voilà, la partie documentaire, c'est pas le plus compliqué. La partie rédaction d'articles, donc par exemple, ce que je montrais tout à l'heure, l'article sur la Constitution, le fait de pouvoir dire, je vais résumer la Constitution et la nouvelle réforme et autres. Et ça, par contre, ça touche tout un processus de vérification, parce que c'est un long travail. Et dans le pôle média, donc l'autre pôle, et les pôles politiques publiques, ces 2 pôles-là, on a des personnes expertes. Dans le pôle média, tu as des journalistes qui sont formés, qui sortent du CESTI, qui nous accompagnent là-dessus. Le responsable de notre pôle média, c'est Chérif Assalan, qui est du coup journaliste à la RTS, qui est aussi des cofondateurs de vie publique, avec qui on a développé tout un processus de vérification. Et tu as du coup d'un côté le pôle politique publique, où tu as des experts en politique publique avec beaucoup d'expérience qui nous accompagnent, qui ont été certains des directeurs nationaux, d'autres des experts dans des ministères, qui nous amènent cette expertise dans la politique publique, qui nous oriente. Et c'est toute cette combinaison-là de profils qui permet, quand on rédige un article comme celui-là. Celui-là, par exemple, moi, je suis à l'origine de la première version. J'ai lu le document, j'ai résumé. Ensuite, je l'ai donné au journaliste Chérif qui l'a revu. Hassan, tout le pôle média a relu. Ensuite, on l'a partagé au pôle politique public qui l'a relu et tout. Et jusqu'à ce que tout le monde soit en phase par rapport à l'approche, à la validité des faits. Et des fois, on a même moi, j'ai des projets, des trucs des fois, même si c'est moi qui l'écris ou un autre. Des fois, je repasse une ou deuxième fois pour vérifier. On lit les documents. On prend le temps aussi. On ne résume pas via IAPUS. On prend le temps de lire les documents, surtout ce type de documents-là. Parce que des erreurs peuvent nous être très fatales. Il y a des moments où on en fait des erreurs. Ça coûte énormément, en fait, parce que ça gâche une réputation. Donc, alhamdoulilah, jusqu'ici, ça fait 2 ans qu'on est là. Les gens ont une perception de crédibilité. Et on est bien considéré là-dessus. Et c'est très bien. C'est parce qu'on prend vraiment le temps de vérifier les infos. Et un de nos credos, c'est qu'on ne traite que des choses sourcées. Même quand on poste des choses sur les réseaux sociaux, ça doit être lié à un document ou à un officiel qui l'a dit. Donc, c'est pour ça que nous, on ne peut pas être sur certains sujets. Les sujets de quelqu'un a dit, un journaliste d'investigation qui rassemble des trucs et tout, on ne fait pas ça. Nous, on est juste sur des choses documentées. Et on se limite à ça, on ne va pas plus loin. Parce que plus loin, on ne sera pas en mesure de garantir la fiabilité. C'est pour ça qu'on ne fait même pas beaucoup d'analyse. Si cet article-là, si vous le lisez, ce n'est pas vraiment de l'analyse, c'est du résumé. On prend les docs, on vous dit voici les documents, voici les articles, voici l'historique, et on se limite à ça. Et chaque chose, on essaie de donner tu vois, ici, chaque truc, on cite l'article, on te dit le truc, et tu peux aller vérifier toi-même l'information. Donc ça, c'est vraiment un des points sur lesquels nous passons le plus de temps possible, parce que c'est la base de notre crédibilité, et on essaie de faire le maximum là-dessus. Donc si vous constatez, la question par contre sur le signalement d'erreur est très intéressante. On ne l'a pas encore sur le site, mais ça me donne l'idée du coup qu'on doit avoir peut-être un petit bouton clic, au cas où on n'experte pas, s'il remarque une erreur, qu'ils puissent cliquer dessus et nous signaler l'erreur. Les gens le font déjà, ils nous écrivent beaucoup, des fois on poste son truc, quelqu'un dit il y a une erreur ici, on corrige, mais c'est quelque chose qu'on va éventuellement rajouter au niveau du site. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Top. Merci beaucoup. Je passe la parole à Mohamed Thiam avant de continuer sur la liste. Grand Mohamed, vas-y.
Yes, merci beaucoup, Tcherno. Bonjour, Malik. Énormément. Ouais, bonjour tout le monde. Vraiment, déjà, félicitations et bravo pour ce que vous faites. Pour moi, la tech, c'est à ça que ça doit servir. Ça doit servir à aider les citoyens. Donc, bon, en fait, j'avais écrit, mais bon, je pense que c'est plus facile comme ça. Je pense que quelqu'un a parlé de l'aspect sécurité, mais en fait, moi, je voulais juste, c'était juste une recommandation. Il y a Cloudflare qui propose maintenant pas mal de services. Bon, déjà sur le WAF, ça, tout le monde le sait. Mais sur les aspects sécurité, ils ont des rule sets qu'on active comme ça qui par défaut peuvent prendre en charge énormément d'aspects sécurité. Et maintenant, ils ont commencé à proposer d'autres services également. Tout à l'heure, on parlait du Min.io avec les fichiers, etc. Donc, eux, ils proposent un truc qui s'appelle Cloudflare D1 pour le stockage. Donc, ça peut être une bonne alternative long terme. Parce qu'à un moment donné, bon, j'imagine comme c'est un serveur dédié avec des trucs, à un moment donné, le stockage risque de poser problème Tout à niveau fait. sécurité, etc. Donc, ils ont un équivalent également de Redis qu'ils appellent KV. Mais ça, c'est vraiment à l'échelle, quoi. Donc là, en ce moment, ils ont pas mal de trucs. Donc, Cloudflare, D1 pour le stockage de fichiers, KV pour tout ce qui est key value, un peu comme Redis. Et comme ça, bon, il n'y a pas de réflexion au niveau sécurité, au niveau c'est excellent. scalabilité, quoi. C'est excellent. Je pense que c'est des choses qu'on va étudier. Est-ce que tu aurais une idée des coûts? Les coûts avec Cloudflare sont extrêmement faibles quand même. Okay. Je l'utilise régulièrement et les coûts sont extrêmement faibles. Après, bon, les pricing sont en ligne, donc je t'invite à regarder et voir en fonction de tes chiffres. Mais je pense que c'est intéressant. Et j'ai souri quand j'ai vu Directus aussi parce que je l'utilise depuis des années et c'est très excellent comme techno. Franchement, en tout cas, bravo. Moi, je suis très content de voir. Merci à toi. Merci à toi pour la contribution. Très, très, très content que le projet parle aussi à des gens comme vous. Voilà. On a eu félicitations aussi pour le travail qu'on fait parce que c'est tout ça qui tire le secteur numérique au Sénégal et on voit tout ce que vous faites avec. Et c'est vraiment génial. Donc, bravo à toi. Moi, je te suis depuis le début et je suis très heureux de pouvoir échanger avec toi ici. Je prends note. On va sans doute, ça va être un de nos sujets lors des prochaines réunions du Poltech. Et c'était déjà identifié qu'on avait besoin d'une solution comme ça. Donc, on va travailler dessus avec plaisir. N'hésite pas surtout non plus si tu as d'autres remarques, d'autres choses que tu vois qui peuvent nous être utiles. Voilà. Le mail est là. Nous, on est ouvert à toutes les suggestions. Et ne pas hésiter à venir participer au prochain atelier aussi. Voilà. Yes, ça fait plaisir. Malheureusement, je ne pourrais pas rejoindre carrément, mais ça me fera énormément plaisir par exemple, sur des ateliers comme ça, de venir. Exactement. Voilà. Ce sera en tout cas, merci beaucoup. Merci Mohamed, merci beaucoup. Merci Marie pour. Il y a une question de Mohamed Badji. On continue. Sadi, pardon. Que pensez-vous de vos coûts IA pour l'instant? Est-ce qu'il y a un bon retour sur investissement? Alors, on ne pourra pas faire un comparatif pertinent parce que je disais tout à l'heure, on a bénéficié un peu, nous, depuis le début, de Ousmane qui est MVP truc et qui avait des crédits Azure. Et donc, sur Azure, on pouvait utiliser les modèles. Donc, en gros, sur une longue période, on ne payait rien parce qu'on utilisait. Je parle là à la fois des coûts IA développement, parce qu'on passait par les modèles Cloud Media Copilot, et tous les coûts de traitement LLM ou autres. Pareil aussi, on passait par ces API-là. Et c'était, voilà, on avait des crédits Azure gratuits, donc on utilisait l'IA via ces modèles-là. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas vraiment faire un bilan et dire voilà tout ce qu'on a traité, ça nous a coûté tant et tout, ça nous a coûté zéro. C'est pas cela. Mais à partir de là, du mois de juin, donc ces crédits-là sont expirés. Maintenant, on va vraiment payer le prix. Donc voilà. Donc, d'ici quelques mois, on pourra dire. Top. Merci beaucoup. Il y a un message de félicitations de Khadim Rassoul Ndeye. Merci pour cette présentation. Vivement pour les prochaines. Mes félicitations et encouragements pour le projet.
Boubacar Traoré n'a pas posé de questions. C'est Ahmed Tidiane, si tu veux prendre la parole pour poser la question en live, comme tu es toujours là. Oui, bonjour. Déjà, va. merci pour la présentation et le travail citoyen accompli. En fait, ma question, c'était par rapport à la collecte automatisée des données, justement. Aujourd'hui, en fait, quelle est la part entre la collecte automatisée des données et la collecte manuelle? Est-ce que l'automatisation est plus importante ou pas? Et en fait, quelles sont les difficultés justement par rapport à l'automatisation de la collecte des données? S'il y a des plateformes open data, par exemple, aujourd'hui qui sont en place pour aider à collecter les données? Voilà. Alors, c'est une très bonne question. Merci beaucoup, cher. Alors, si je dois l'évaluer, les plats entre les deux, au volume, tout le volume de données qu'on a, par exemple, ne serait-ce qu'on a mis en ligne, c'est pas comparable parce que la collecte automatisée nous a permis de récupérer peut-être 80-90% des. Si je prends que les parties de documents, parce qu'il y a la partie de documents de base qu'on collecte, et il y a aussi une collecte de données qui peut difficilement être automatisée parce que c'est plus de l'investigation, du croisement de données, même si c'est vérifié, voilà. Mais c'est pas des documents. Si je prends que la partie documents, là c'est 90% automatisé et il n'y a que 10% manuel quand il y a des petits documents à gauche, à droite. Mais tout le reste, on essaie de l'automatiser au maximum. Donc voilà, je suis pour ce chiffre, je n'ai pas de chiffre exact, mais si je devais l'évaluer sur les 12 000 documents qui sont sur le site aujourd'hui, peut-être les 11 100 trucs, et qu'il y a peut-être quelques centaines, et ça va être principalement les documents que j'avais traités moi-même manuellement tout le début, parce qu'il n'y avait pas encore de traitement qui sont là. Maintenant, les difficultés qu'on a, pareil aussi, elles sont différentes selon la méthode. Quand on est sur la collecte manuelle, il faut avoir les ressources pour le faire. Donc ça veut dire avoir le budget, recruter des gens. Par exemple, un exemple de collecte manuelle, c'est le journal officiel. Le journal officiel aujourd'hui, il n'y a pas de site en ligne où tu peux le récupérer, il n'y a pas de truc. Donc la démarche, c'est quoi? On a un abonnement à l'imprimerie nationale. Donc on se déplace à l'imprimerie nationale, on récupère les nouveaux numéros. On a un scanner qu'on a acheté récemment. Au début, on faisait un téléphone, maintenant on a un scanner semi-professionnel qu'on utilise, qui nous permet de scanner. Ensuite, c'est déposé dans un drive. Et uniquement à ce moment-là, du coup, le workflow, il tourne, il récupère le document, il le traite, il le passe à l'OCR, extrait, résume, il met sur le site en version brouillon. Et derrière, du coup, il y a quelqu'un qui passe pour relire, revérifier, et si c'est bon, il publie. Ça, c'est pour des lots comme ça de documents qu'on récupère. Quand c'est les collectes, il y a d'autres collectes manuelles aussi. Notre exemple de collecte manuelle, ça, c'est pas des documents, mais des données. C'est par exemple, on veut avoir les résultats électoraux, l'historique des élections qu'on essaie de reconstituer jusqu'à 1960. On veut reconstituer l'historique sur certains projets. On veut qu'il y a des, ça va impliquer pas mal d'équipes. Il faut récupérer des documents, il faut récupérer des fichiers Excel, de tels trucs. Donc voilà, il y a tout un travail de croisement à faire, de comprendre déjà la donnée, de solliciter des experts. Donc c'est vraiment un travail long, très long. Des fois, c'est une donnée nouvelle qu'on n'avait pas encore dans le système, donc il faut penser le modèle, le structurer, comment ça vient s'intégrer à notre modèle de données. J'avais montré tout à l'heure un petit aperçu, je suis pas resté dessus, mais si je reviens un peu dessus, on est en train de construire tout un modèle, nous, à ce niveau-là, qu'on va enrichir, mais qui va correspondre les données de l'Assemblée nationale, questions écrites, organisation des de vote, les données des collectivités locales, les données électorales, la partie documentaire, notre module de base, les personnalités publiques, structure de l'État, projet budget. Et on est en train de structurer un peu tout ça. Donc, des fois, c'est des données qu'on a déjà structurées. Donc, quand on collecte de nouvelles données, manuellement, ils viennent juste rejoindre des templates. Il y a des templates de collecte et ils viennent s'insérer dans le système. Quand c'est des documents et des workflows, viennent insérer directement, et ainsi de suite. Quand c'est des données nouvelles, on doit prendre le temps de comprendre, de voir comment on va l'utiliser, à quoi ça va servir, avec quelles données on va les linker. Donc, selon l'étape, ça peut... à l'étape où nous sommes encore, on a quand même encore pas mal de process manuels. On passe beaucoup de temps dans la structuration, compréhension, truc. Et une fois que ces étapes-là, où les données sont claires, c'est là où on passe maintenant à, une fois qu'on a compris et qu'on a traité une première ou deuxième fois manuellement, c'est là où on peut commencer à réfléchir. OK, ce qu'on vient de faire une ou deux fois, on sait maintenant le truc, on comprend la donnée, on comprend les subtilités, on comprend les contraintes. On peut maintenant réfléchir à qu'est-ce qu'on peut automatiser.
quelle étape de ce processus-là on peut automatiser et on commence à faire des workflows. Et OK, là, on va le brancher là, ça va commencer à faire là, est-ce que ça peut aller jusqu'au bout? Voilà. C'est vraiment la démarche est vraiment faite comme ça, mais c'est encore beaucoup de manuel. OK. Ouais. Top. Merci. Top. Merci, Malik. Boubacar Traoré, vous êtes toujours là. Si vous voulez intervenir en live, aussi, vous pouvez prendre la parole. Hello Master, vous me recevez bien. Oui, Top, bien c'est sûr. parfait. Donc moi, je tenais vraiment à vous remercier pour cette initiative. Donc j'étais de voir l'architecture honnêtement, donc pour voir un peu comment vous faites pour faire tout ce qui est traitement et données, comment vous faites pour uploader, comment il fonctionne complètement le site derrière. Donc, c'est moi ou ça coupe un peu? Boubacar, on t'entend difficilement. Ça grince. Oh, sorry. Let me network. Là, c'est mieux? C'est un peu mieux. Vas-y. Ok, donc je disais que j'étais très curieux de voir comment le public est né donc sur l'Archi. Donc comment vous faites derrière pour faire interagir tous ces composants, tous ces workflows, tous ces traitements de données. Donc j'avais une petite crainte par rapport au latency. Donc vu la techno que vous aviez montré au début, donc là où vous venez avec juste votre premier proto avec ChatGPT, avec Directus, avec du Linux, OK. Ouais, ce que je disais, c'était qu'on avait évolué. Donc, effectivement, j'ai montré plusieurs archives. Et aujourd'hui, celle qu'on a, c'est celle-ci. Ça, c'est pour la partie architecture, juste entre les sites et autres. Mais au niveau du workflow, celui qu'on a, disons que notre outil principal d'automatisation aujourd'hui, c'est NUTM, qui connecte un peu tous nos composants et fait l'outil de transfert de données de part à d'autre. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, non, c'est très clair. Donc, je disais Okay. juste que c'était très, très bien fait, très bien Ah, agencé ok. derrière. Cool. J'étais curieux de voir comment c'était fait derrière, en fait. Excellent. Excellent. Mais n'hésite pas, hein, si Parfait. tu penses qu'il y a des choses à améliorer. On est très... Moi, j'aimerais beaucoup avoir des retours, les trucs, voilà. S'il y a des choses qui sont mal faites, n'hésitez pas. On n'est pas... dites que si c'est mal fait, dites que c'est de la merde. C'est pas un problème. Non, Donc, ne vous en faites pas. Ce qu'on a vu, franchement, c'est très bien fait. Franchement, félicitations. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amadiougou, Diane, tu es toujours là. Je te passe la parole pour que tu puisses intervenir directement. Ah, il est dans un endroit bruyant. Donc, il a envoyé quelques remarques. Je passe la main à Mahmoud et ensuite, après, je lis les messages d'Amadiougou. Ok. Vas-y, Mohamed. Mahmoud, pardon. Ok, merci beaucoup. Bon, Malik, à un moment donné, vous avez parlé des notifications et vous avez aussi parlé de iOS. Cette partie, je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Ok. Merci beaucoup. Alors, ça me permet aussi d'évoquer quelque chose que je n'avais pas évoqué. Il y a tellement de choses à dire, mais comme première séance, là, au lieu de détailler. Effectivement, le problème qu'on a aujourd'hui, nous, si vous poulez le projet, vous le verrez. Le projet est en Nux, mais on n'a pas pour la version mobile, en fait, ce que je disais, c'est qu'on a fait un PWA. C'est-à-dire que c'est le projet web qu'on a installé juste les modules PWA pour le transformer en PWA. Et après, pour le builder, on a utilisé un outil qui s'appelle PWA Builder. Je ne sais pas si certains l'utilisent, mais c'est cet outil-là, PWA Builder, du coup, qu'on a utilisé, qui nous a permis, du coup, de générer les versions pour l'APK et le bundle pour iOS. Et transformer le PWA en application déployable sur le store. La difficulté que tu as quand tu fais ça, c'est que comme le PWA, c'est un WebView que tu as juste, en fait, ton appli, c'est un WebView. Au final, tu n'utilises pas de composants natifs. C'est que sur iOS, alors ils le disent, oui, c'est censé marcher, mais ça ne marche pas.
tu n'arrives pas à faire les notifications push. On l'a testé, les notifications, quand on les envoie, parce qu'on les envoie depuis Firebase. Donc, on a généré Firebase Message, je ne sais pas si ceux qui connaissent, ça permet de gérer les notifications. Donc, on l'a connecté au projet. Et le projet, du coup, à partir de là, on enregistre les ID des devices sur Firebase et Firebase peut envoyer les notifications. Mais ils arrivent à le faire sur la version web. Il arrive à le faire sur la version PWA, c'est-à-dire quand vous allez sur le site et que vous cliquez installer sous version PWA. Sur la version Android, quand tu l'installes, ça passe parce que c'est toujours, je pense, c'est toujours navigateur et tout. En réalité, le terme exact, c'est TWA pour les versions qu'on ne trouve pas sur le store. Trusted Web Apps, un truc comme ça. Ça passe. Par contre, sur iOS, ça passe pas. Alors, je me souviens plus trop du détail de pourquoi techniquement, en tout cas, ce qu'il faut constater, c'est que ça ne fonctionne pas. Les notifications sur iOS, sur ce type d'appli, quand tu fais du PWA. Donc, ça ne marche juste pas. Donc, ou peut-être que s'il y en a qui l'ont réussi, dites-moi. Mais en tout cas, nous, on n'a pas réussi. Donc, oui, vas-y. OK. Bon, je ne sais pas si vous avez testé OneSignal, parce que moi, j'ai testé c'est ce que j'utilise actuellement, que ça soit sur les PWA, oui, et aussi les applications mobiles. OK. Alors, mais ça marche avec moi. Ça marche sur un PWA? Ouais. Un PWA que tu as déployé sous Apple Store? Non, pas... Non, voilà, c'est ça. Le PWA, OK. Peut-être le problème, c'est le fait de déployer ça sur les stores. C'est ça, en fait, c'est ce que je disais. Ouais. C'est-à-dire que nous, la version PWA, elle fonctionne les notifs. Tu l'installes la version PWA depuis ton navigateur, iOS, Android, téléphone, ça marche. Le problème, c'est quand la version qui est dans le store, en fait, cette version-là qu'on build, là-dessus, tu ne peux pas avoir de notif. C'est quand on a pris de base et sous forme PWA. Donc, OneSignal, oui, on le connaît. En fait, je n'ai pas monté cette architecture-là, mais il y a un projet sur lequel on est en train de travailler. Ça s'appelle, je ne sais pas ceux qui connaissent la Maison des reporters. C'est un réseau de journalistes aussi, une initiative très intéressante. Ils font beaucoup d'enquêtes, donc avec qui on est en partenariat pour les accompagner en bénévolement aussi. Ils avaient besoin d'une application mobile. Donc, c'est un projet récent, ça date de quelques semaines. Donc, on a conçu pour eux une application mobile. Vous allez bientôt le retrouver dans les stores. Et je pense même que la version iOS est rendue disponible. Hein. Ceux qui ont iOS peuvent y aller. La version Android est encore en validation. Mais on a développé ça récemment. Et par contre, au moment de le développer, on a remis sur la table du coup le choix de l'architecture, vu les problèmes qu'on avait avec la version PWA. Et cette fois-ci, du coup, on a fait le choix de migrer. Et c'est pour nous une manière de tester le process, parce qu'après, VPublic va sans doute migrer vers ça. Donc, on est parti sur Expo. Ceux qui connaissent Expo, c'est un framework React Native. Donc, on a développé du coup l'application mobile de la maison des reporters avec Expo. On l'a déployé via le Expo Service. C'est cette version-là, du coup, une recherche, je pense, sur Apple Store, vous allez trouver la version. On n'a pas encore déployé la dernière. Il n'y a pas encore de communication officielle parce qu'on est en phase de validation de soumission. Mais je pense que la version AS a été validée récemment. Donc, cette version-là a été déployée a été développée avec React Native, Expo. Et on a branché OneSignal, du coup. Donc, OneSignal, moi, je viens de le découvrir aussi. Et je te confirme, oui, ça marche hyper bien. Et on est en train de le tester. J'envoie plein de notifs dessus récemment sur les applications de la maison des reporters. Donc, dès qu'on va finir ce projet-là, le projet VPublic va aussi être... La partie mobile de VPublic va être détachée. C'est pour ça que dans l'architecture cible, j'ai montré en fait que dans l'architecture cible, après, la version aujourd'hui dans l'architecture, c'est inclus. Mais dans l'architecture YouTube, on va le sortir, on va le développer en React Native avec Expo. Et on branchera OneSignal et tous les outils. Et cette stack-là, on l'a testé. Effectivement, ça marche très, très bien. Top. Awago, tu veux intervenir en live? Merci beaucoup, Marik. Merci. Awa m'a posé une question sans camp. Il y a Amadjougou actuellement qui fait plutôt une suggestion avec une question. STT Wolof de Google, MMS Meta pour le TTS, je pense que c'est open source, pourrait certainement aider pour le chatbot, notamment le traitement de la langue Wolof. Et il suggère de se rapprocher aussi de Gassen AI. Et sa question, si ce n'est pas indiscret, pourquoi ça n'a pas abouti avec Andak IA? Merci beaucoup. Merci, Amadou. C'est une très bonne suggestion. Moi, je ne l'ai pas encore testé, hein, ce sujet-là. Alors, je ne suis pas spécialiste du sujet. Le spécialiste sera là peut-être là quand on fera le truc pour en parler.
Mais on va le tester. Et peut-être en plus, avec le système de RAG de Gemini et tout, peut-être que ça s'intégrera bien. Donc, on va le tester. Moi, je ne connaissais pas de ce STT-là. Merci beaucoup pour la suggestion. Galsen EIV, on espère. Je ne sais pas s'il est là avec nous, Elias. Donc, si on peut travailler avec eux pour nous aider, avec plaisir. Andakia, je pense qu'ils avaient juste pas d'API public, hein, si je me trompe. À l'époque, nous, on les contactait. Ils avaient fait une annonce disant qu'il y aurait bientôt l'API public de AWA. Donc, on a fait un atelier avec eux. Ils nous ont présenté l'API. Les outils, ça semblait très bien. Et nous, on était pressés de pouvoir se brancher dessus. Mais je pense qu'ils n'ont jamais lancé l'offre publique. Et de ce que j'ai pu comprendre, à un moment donné, ils sont plus dans une stratégie de B2B quoi, que public. Après, je me trompe peut-être, hein, mais c'est les infos que j'avais au dernier moment. Donc, on a relancé plusieurs fois. Ils nous ont dit que pour l'instant, ils se concentraient plus sur le client business, quoi, qu'il n'y avait pas encore d'API public. Top. Merci, Maggie. Peut-être une dernière question que je vois ici de Awa. Awa, tu veux intervenir en live ou je lis ta question? Appuie sur pouce si c'est OK. Donc, je peux répondre directement. La question est intéressante et me permet de... Parce que j'avais préparé un slide sur les erreurs, mais je pense que certains d'entre vous ont vu le tweet que j'ai fait dessus ce matin, où je parlais du fait que on était juste, moi principalement, nul sur la partie SEO. Parce qu'initialement, on faisait... et aujourd'hui, on a 17 000 pages indexées. Il y a toujours beaucoup de pages, mais ça, c'est les documents, les liens documents. Ils ne sont pas indexables. Mais initialement, dites-vous que vie publique, c'était quoi? 80 pages indexées? Un truc comme ça. Donc, alors qu'on avait beaucoup de données. Quand tu regardes les résultats de recherche, c'est la console de truc. Si je remonte un peu plus haut sur les 16 derniers mois, vous voyez la courbe ici au départ, c'est 0, quoi. Et les 100 clics, 5000 impressions, 3000. Parce qu'à l'époque, on était beaucoup concentré sur le contenu, à rajouter du contenu, des fonctionnalités. Mais alors moi, on n'avait pas beaucoup prêté attention à l'aspect acquisition de trafic via Google SEO. Et on a eu un peu mis du temps à réagir. Donc, toute cette phase-là, vous voyez, la courbe est nulle, c'est qu'on ne faisait rien du tout. Il y a un moment donné où il y avait même 25 clics et tout. Donc, on n'était vraiment pas visible. Et sur Bing, c'était pire. Bing, on avait... c'est là qu'on est en train de corriger, mais sur Bing, c'était encore pire à l'époque. Si je remonte un peu à 24 mois, 0 aussi pareil. En gros, on ne faisait pas d'efforts dessus. Donc, c'est là, cette année, qu'on a compris, en fait, voilà, qu'on a juste commencé à y travailler et surtout à avoir une stratégie. Moi, je l'appelle la stratégie Wikipédia, c'est-à-dire appliquer toutes les bonnes pratiques pour créer des liens internes, développer une stratégie pour avoir des backlinks sur d'autres sites qui ont une porte portée. Bien structurer l'ensemble de nos pages. Et ça, tous les jours, on travaille dessus, à identifier les problèmes sur les pages, avec plein d'outils qui nous permettent de checker tout ça. Il y a l'aspect mot-clé, ciblage de mots-clés qui n'est pas encore parfait, on doit travailler encore. Mais, comme vous le voyez là sur les courbes, ça c'est sur le moteur Bing. C'est que là, maintenant, avril, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi on avait perdu le truc. Là, on est en train de rattraper de nouveau l'indexation et d'avoir pas mal de clics dessus, malgré qu'on était visible sur les LLM. Par exemple, là, sur les 3 derniers mois, tu vois qu'on a nos sources sont apparues, vie publique est citée 13 000 fois quand les personnes font des recherches sur Copilot. Ce Copilot permet de traquer ça. Cette GPT ne permet pas de le traquer, mais je sais que si je me base sur ça, je sais qu'on est beaucoup de trucs. Donc, cet aspect-là, indexation aussi et visibilité sur les chatbots, les LLM, est très importante. Et on commence à vraiment être... Donc, sur Google aussi, voilà. Donc, c'est à partir depuis janvier, comme vous le voyez là, de février, qu'on a commencé vraiment à corriger. Et à partir de là, c'est parti, quoi. C'est parti aujourd'hui, si je prends juste les 3 derniers mois,
va être en 130 000 clics. On doit être dans une moyenne de, si je prends les 28 derniers jours, 50 000 clics le mois, ce qui est plutôt intéressant quoi, pour un site comme nous. Et on continue de travailler dessus. L'idée pour nous, c'est de devenir une référence sur quand tu cherches n'importe quelle information, que tu puisses du coup tomber sur Vie publique. Et voilà. Par rapport au Nuxt.js, bon, pardon. En fait, je ne suis pas la bonne personne pour répondre là-dessus. Il faudrait que Ndene soit là, qui est beaucoup plus expert Nuxt, qui a aussi guidé ce choix-là. Moi, je l'avais fait initialement, juste, je ne connaissais pas. Je avais fait un peu de Vue, un peu d'Angular. Je n'avais jamais fait de React. Donc, je cherchais un outil qui était soit de l'Angular, soit du Vue. Je suis tombé sur Nuxt. Et il s'est trouvé finalement, quand j'ai commencé à creuser, regarder les projets qui étaient faits avec et tout, regarder les experts, bah, c'était plutôt cool en termes de stabilité, de performance, ça évolue bien. L'aspect, on avait besoin aussi, comme tu le dis, de l'aspect éditorial, donc la partie ici était importante. Il nous fallait du coup soit Nuxt, soit Next.js. Donc jusqu'ici, nous, ça nous satisfait très bien. Il y a beaucoup de composants. On a Nuxt UI qu'on utilise avec Tailwind, qui est très intéressant, avec beaucoup de composants pour la partie UI. Il y a aussi beaucoup de composants il y a un module SEO qui permet de gérer tous les SEO, de générer tout ce que tu as besoin de faire, tous tes fichiers, sitemap, robot, tout, voilà. La configuration est très simple et il te génère tu donnes les bons trucs, il te génère tous tes tags. On l'exporte beaucoup. Donc voilà, c'est un projet plutôt intéressant, quoi, donc pour nous, en tout cas, bon, je trouve. Mais peut-être qu'il y aura un atelier front-end spécifique avec Ndene qui pourra détailler davantage tout ce qu'on arrive à exploiter du côté de Nuxt. Après, n'hésitez pas à regarder le repo. Vous verrez aussi comment on utilise et quels composants on utilise. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Awa. AstroJS, ouais, ça fait partie ça aurait pu être une solution, mais au final, nous, par rapport à ce que nous faisons, donc si je comprends bien, AstroJS, c'est plus, c'est ça, hein, tu fais du markdown, ça te génère du HTML derrière. C'est vrai que ça te fait du server-side rendering, quoi, tu vois. Donc, c'est pareil. Et nous, dans tous les cas, j'ai l'impression que ça se voit, en fait, par rapport à ce que nous faisons. Mais je ne connais pas bien AstroJS. Mais n'hésite pas, si tu penses que ça peut être une bonne solution qui peut être très avantageuse, n'hésite pas à détailler, à prendre la parole. J'ai jamais testé AstroJS, mais j'ai l'impression que nous sommes satisfaits par rapport au server-side rendering. Ça se passe très bien. Est-ce que c'était la dernière question? Ou il y avait d'autres questions? Oui, c'était la dernière question. Il n'y a Okay. plus de questions actuellement sur le chat. Bon, on aura fait 2 heures finalement, j'avais dit 1 heure. Mais bon, tant mieux, hein, si ça a permis de répondre. Je pense qu'il y a toujours une vingtaine qui sont toujours là. Merci beaucoup. N'hésitez pas, donc comme je le disais, le mail contact@vie-public.sn. Si vous voulez nous aider sur un point, si vous voulez nous rejoindre, un petit mail, vous nous décrivez ce que vous avez pensé, voilà, sur quoi vous voulez nous rejoindre par rapport à ce que j'ai présenté. Ensuite, on déclenche le process, on discute, quoi, tout simplement. S'il y a, j'ai une opportunité que je n'ai pas présentée, donc c'est toujours par rapport au chatbot, c'est un de nos sujets importants. On cherche quelqu'un sur le sujet, donc soit stage ou prestation. L'idée, c'est de nous accompagner sur les 6 mois à venir. Notre objectif, c'est avant la fin de l'année de sortir un chatbot qui nous permette du coup aux gens de pouvoir, soit sur WhatsApp, soit sur l'appli mobile de Vie publique, soit autre, de pouvoir interroger l'intégralité des données que nous sommes en train de collecter pour rechercher de l'information, de poser des questions, d'avoir des réponses pertinentes avec du coup la partie audio Wolof. C'est ça notre projet là-dessus. Et si vous pensez que vous pouvez nous aider là-dessus, on va lancer bientôt l'offre publique de façon de recrutement. On va tenter du côté des écoles pour voir un peu. Mais l'idée, c'est voilà. Si vous pensez que vous avez de l'expérience, vous l'avez déjà fait, vous savez, connaissez la solution, et vous pouvez nous aider, on serait très heureux de discuter, de voir comment on peut nous aider. Voilà. Donc,
une des opportunités. Il y en aura d'autres sans doute, parce qu'on est en train d'essayer de stabiliser cette année. On va prendre plus de stagiaires. On n'avait pas pris de stagiaires jusqu'ici, à part les deux qu'on a, parce qu'on n'avait pas de locaux. Puis, je ne l'ai pas précisé aussi, mais c'était vraiment une communauté en ligne. Tous les gens qui travaillent dessus, sur WhatsApp et autres, on n'avait pas de bureau. Donc, il y a 2 mois qu'on a pris nos premiers, on a lu un petit truc, là, sur Ben pour Kousboulaou, qui est mais maintenant, on peut commencer un peu à avoir des conditions où on peut accueillir des stagiaires. Ce stagiaire, il faut le suivre, il faut le former, il faut les faire en environnement. Donc, peut-être qu'on on ouvrira bientôt pour accueillir 2 ou 3 personnes. Parce qu'on a beaucoup de projets. Je n'ai pas parlé de tous nos projets, mais il y a la plateforme Cadeau, vous allez bientôt le découvrir. C'est une plateforme pour des pétitions, des lettres ouvertes et tout. Donc, on est en train de travailler dessus. Le module Open Data, on en a parlé. Le chatbot Wolof, il y a le site ramle.sm qu'on va lancer bientôt, qui sera un site dédié à la loi d'accès à l'information. Aujourd'hui, il y a une loi d'accès à l'information qui existe, qui vous permet de demander toutes les informations que vous voulez à l'administration. Donc, vous voulez savoir le budget de votre commune, vous voulez avoir une information sur un contrat de l'État, vous avez une loi qui vous permet de le faire. Le problème, c'est qu'en termes d'opérationnel, l'État n'a pas mis les conditions de vulgarisation du truc. Et donc, nous, vu que c'est notre cœur de métier de travailler sur l'accès à l'information, on va mettre à disposition un site qu'on va appeler ramle.sm. Il va permettre à n'importe lequel d'entre vous d'aller dessus et de dire, moi, je veux savoir, je veux avoir telle information, tel document de tel ministère, telle direction, de telle mairie. Et derrière, offrir un service d'assistance pour déposer la demande et suivre la demande et vous permettre du coup d'accéder à cette information-là et de rendre cette information-là par la même occasion disponible pour tout le monde au niveau de la plateforme. Ça, c'est un de nos projets très importants aussi. Le projet Cadeau, donc, c'est une plateforme de pétition. On vient juste de finir le développement technique. On est en train de le déployer. On a déjà quelques pétitions, porteurs de pétitions avec qui on travaille. Vous aurez bientôt des pétitions sur le paris sportif, des pétitions sur la création d'un numéro unique pour l'assistance aux personnes en danger, des pétitions sur la loi plastique. Les gars, ils ont lancé une pétition pour Darpatio il y a quelques temps. Est-ce que mais bref, voilà, l'idée sera d'offrir un peu. Aujourd'hui, la seule plateforme de pétition qui sont en Afrique, c'est Change.org. Enfin, en Afrique, il n'y en a même pas, je pense. Au monde, c'est Change.org. C'est là où tout le monde va. Donc, l'idée, c'est que nous, on va créer la plateforme de pétition de lettres ouvertes de participation citoyenne africaine. Donc, ça s'appellera Cadeau.org. On va commencer à le développer et ça sera bientôt disponible. Vous pourrez aller dessus, identifier une pétition qui vous aimez bien, signer la pétition, commenter la pétition, créer vous-même une pétition de lettres ouvertes et participer à la vie citoyenne à votre manière. Donc, voilà, je sais quelques projets là, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, voilà. Merci à tous. À bientôt. Pour la prochaine séance. N'hésitez pas à faire des mails aussi de feedback, ce que vous avez pensé de la présentation, ce qu'il faut améliorer. Je suis très preneur de tout ça. Bonne soirée. Moi, je pense que vous me parlez. C'est la première mi-temps. Merci beaucoup. 0-0. Ça va. Aucun tir cadré, 0. Ah, comme ça passe mal. Nickel. Bon, xaaral ñu dem xool deuxième mi-temps bi kon jaajëf les gars, merci beaucoup. C'était un plaisir. Top. Merci à tous. Bonne soirée.